pense que c'est aussi en partie parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas assez éduqués sur les métiers du secteur alimentaire, de l'agriculture, de l'élevage et autres. La diaspora a un très mauvais état d'esprit au sujet de l'investissement et de l'entrepreneuriat en Afrique. Quand vous venez en Afrique, ayez le même mindset. Dites-vous, je vais lancer un business comme j'aurais pu lancer un business en Europe. Et si je ne prends pas les précautions que j'aurais prises en Europe, le business va échouer. Celui qui dit qu'il a une entreprise en Afrique, ou je dirais dans la plupart des pays africains, et qu'il n'y a pas de vol dans cette entreprise, soit c'est un ignorant, parce qu'il n'a pas été peut-être suffisamment sur le terrain, soit c'est quelqu'un qui ne fait même pas du business en Afrique et qui dit seulement ce qu'il imagine. Je tiens juste à leur dire d'être motivé et de ne pas trop s'attarder sur les paroles décourageantes. Parce que certes, il y a des défis, mais il y a aussi des opportunités. Et les opportunités, il y en a vraiment beaucoup. Pour ceux qui ont pour projet de revenir en Afrique et bâtir une activité, ne vous mettez pas en tête « je suis ingénieur, je suis ci, je suis ça ». Non. Ici, sache que tu seras tout. Si on prend 100 jeunes Africains, 80 d'entre eux ont moins de 23 ans. Je ne sais pas si vous savez ce que cela veut dire. On a très souvent l'habitude d'entendre le discours selon lequel les jeunes, c'est le fer de lance de l'Afrique. Mais ces jeunes-là, pour la plupart, ils sont souvent perdus. Ils se demandent souvent, oui, je suis certes jeune, mais je ne ressens pas cette puissance-là. Je ne ressens pas vraiment cette utilité-là que j'ai pour l'Afrique. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire? Être jeune, ça ne suffit pas pour que l'Afrique se développe d'elle-même. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre d'un jeune qui est justement cet exemple-là, un jeune qui a su, de par son parcours académique, de par son parcours professionnel, se sacrifier, s'orienter pour être justement le jeune dont l'Afrique a besoin. Son parcours est inspirant, son parcours est vraiment, voilà, je vais dire très instructif parce que c'est quelqu'un qui, depuis la jeunesse, depuis l'école primaire, il a toujours essayé de s'orienter, n'est-ce pas, de telle en sorte d'être utile pour l'Afrique. Regardez la vidéo jusqu'à la fin parce que vous n'allez pas voir le temps passer. Vous n'allez pas voir le temps passer, pourquoi? Parce que nous-mêmes en tournant cette vidéo et nous-mêmes en faisant cette vidéo, il a suffi qu'on nous dise couper pour qu'on se rende compte qu'on avait déjà fait plus d'une heure d'interview, tellement j'ai appris des choses, tellement l'interview était voilà, divertissant, l'interview était instructif. La raison pour laquelle je dis que vous n'allez pas voir le temps passer. Je ne vous invite pas seulement à regarder la vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à liker la vidéo, à nous laisser vos avis en commentaire et à partager la vidéo avec vos proches. Le meilleur moyen d'aider vos proches, n'est-ce pas, pour certaines personnes à prendre conscience, ce n'est pas seulement de leur donner de l'argent parce que vous ne faites rien pour eux, vous ne changez pas pour eux, vous ne faites que repousser leurs problèmes. Si vous remarquez un jeune qui soit dans la diaspora ou qui soit ici, qui doit peut-être prendre conscience, qui doit peut-être écouter ce genre de message-là, n'hésitez pas à partager avec lui ce message, cette vidéo. Et le meilleur moyen de m'aider à faire, voilà, à faire arriver cette vidéo vraiment très loin, ce sera de partager massivement la vidéo, ce sera de mettre la vidéo sur tes statuts WhatsApp, ce sera de partager la vidéo dans des groupes WhatsApp ou alors sur Facebook. Je t'invite à ne pas prendre cet appel, ce petit message-là de façon banale parce que je compte vraiment sur toi, s'il te plaît, pour partager la vidéo. Il n'en va pas seulement de la promotion de cette chaîne, il en va vraiment à l'activité, au combat, de prise de conscience des jeunes et même des vieux, entre guillemets, et même des personnes adultes. Assez parlé, allons à la rencontre de Ghislain qui va nous nourrir de son parcours très enrichissant. C'est parti. Alors, Ghislain, bonjour. Bonjour Douglas. Merci encore d'avoir accepté de prendre part à ce format inédit et voilà, de faire cette interview, de faire en sorte qu'on connaisse un peu plus, ou alors qu'on connaisse déjà qui est Ghislain, qui est-ce que tu es, et qu'on connaisse un peu plus de cette entreprise. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les gens qui te voient pour la première fois? Merci Douglas. Je m'appelle John Ghislain, je suis ingénieur en agroalimentaire et je suis directeur général d'une société
d'alimentation animale qui fabrique localement des aliments et des concentrés au Cameroun pour porc, pour poulet de chair aussi et pour pondeuse. Cette entreprise s'appelle CAFCO et c'est ici que nous sommes donc à l'usine sur le site de production. Donc voilà grosso modo pour mon activité. Et en parallèle, il y a aussi d'autres entreprises du même groupe. Une entreprise qui produit des poussins d'un jour qui s'appelle Socaf et également une pharmacie vétérinaire pour accompagner tous nos éleveurs en médicaments, en soins, en contrôle sanitaire, ainsi de suite. Tous les aspects vraiment santé pour optimiser la production. Wow. Donc ça veut dire que vous avez fait du tout en un, quoi. Genre, vous avez concentré tout ce dont on a besoin au sein d'une même entreprise pour pouvoir satisfaire justement vos clients. Exactement, c'est plusieurs entreprises d'un même groupe, mais qui travaillent de façon concomitante pour aider les éleveurs à atteindre un maximum de rentabilité, de productivité dans leur ferme. Ok. Super, super. Voilà, tu nous as donné un peu ton CV, mais ton CV en ce qui concerne l'agro-business. Est-ce que avant on va parler de toutes ces entreprises-là, n'est-ce pas, tout au long de la vidéo. Mais qu'est-ce qu'on peut, est-ce que tu as travaillé que dans cette entreprise ou alors, voilà, qu'est-ce que tu as fait avant, dans ta formation complète, tu sais que tu t'exprimes très bien en anglais, en français, j'ai pas besoin de le dire. D'où est-ce que ça te vient le fait de t'exprimer autant bien en anglais? Qu'est-ce que tu as fait avant? Où est-ce que tu as été? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Alors, au niveau de mon parcours, j'ai eu à travailler dans d'autres entreprises avant. Bon, pour revenir un peu plus loin, j'ai fait des études en Europe. Donc après mon baccalauréat au Cameroun. En Europe, quel pays? En France et aux Pays-Bas aussi. Donc j'ai eu mon baccalauréat au Cameroun, baccalauréat scientifique, bon, C pour ceux qui connaissent, donc un peu plus spécialisé, maths, physique. Et après ça, je suis allé donc en Europe où j'ai fait des études. J'ai commencé en France et pendant mon parcours, c'était une école d'ingénieur, j'ai eu à faire des années d'études ailleurs aussi. Par exemple aux États-Unis, et c'est aussi là-bas que j'ai pu encore peaufiner ma maîtrise de l'anglais. Et j'ai également été aux Pays-Bas où je m'exprimais à 100% en langue anglaise parce que c'est un pays qui est extrêmement bilingue, où on peut dire quasiment tout le monde parle anglais, en plus du néerlandais. Et voilà, donc grosso modo, c'est de là que m'est venue l'habitude de parler l'anglais par la pratique en vivant dans des pays anglophones et aussi par le fait que j'ai été beaucoup formé à l'anglais aussi, même depuis la formation de base, depuis l'école primaire. Donc voilà, grosso modo, c'était ça mon parcours. Et après avoir fait ces études d'ingénieur, j'ai eu à travailler aussi dans des entreprises en Europe, notamment Nestlé. J'ai travaillé pour Nestlé en France. J'ai également travaillé pour le groupe Nutreco. C'est un groupe dans l'alimentation animale qui fabrique divers aliments, divers concentrés. Et j'ai notamment travaillé dans une usine d'aliments pour poissons là-bas, d'aliments extrudés. Et voilà, j'ai eu plusieurs expériences de ce type-là. J'ai également travaillé dans la grande distribution pour le groupe Carrefour, au siège mondial de Carrefour, qui se trouve aussi en France. Et j'ai eu à travailler là-bas sur des aspects qualité. Donc voilà, divers postes, diverses expériences, mais toutes relatives à mon expérience, ou plutôt à ma formation d'ingénieur agroalimentaire. Et voilà, plutôt spécialisé en transformation alimentaire, donc transformation procédés de transformation alimentaire. Même si évidemment j'ai eu à élargir un peu, comme j'ai dit, en travaillant en grande distribution, mais toujours sur des aspects alimentaires. Wow. Wow. Je savais très bien que derrière cette présentation voilà, humble que tu as faite au début, se cachait un parcours dont on pouvait voilà, tirer une certaine inspiration. Donc ce que je comprends, c'est qu'après ton baccalauréat en série C, parce que généralement, moi aussi j'ai un baccalauréat en série C, donc généralement tous ceux qui ont ce type de baccalauréat là, on va les retrouver, ils sont ingénieurs en génie mécanique, en mécatronique, en électrotechnique, mais chez toi ça n'a pas du tout été le cas. Donc est-ce que je comprends bien si je dis que quand tu quittais le Cameroun pour aller en Europe, pour aller à l'extérieur, même aux États-Unis, tu savais déjà ce que tu partais chercher, tu savais que tu allais revenir au pays après? Oui, exactement. C'était le plan depuis le début. Parce qu'effectivement, en ayant mon bac, je dirais avant même d'avoir mon bac, des années avant, j'avais déjà développé un fort intérêt pour tout ce qui est alimentaire, élevage, transformation industrielle des aliments de façon générale. Pour revenir encore plus loin dans mon parcours, j'ai commencé l'élevage, et j'aime bien le dire, à l'âge de 8 ans, avec une petite ferme de caille
à très petite échelle. C'était mon père qui m'avait offert une petite cage. C'était où, ici à Douala? Ici à Douala. Ici à Douala, ok. Oui, avec des cailles dedans. J'avais une centaine de sujets même qui pondaient. Voilà, chaque jour, je les nourrissais, j'entretenais leur espace, je récoltais les œufs, je faisais les calculs de taux de ponte pour voir. Bon, à cette époque-là, je n'avais pas encore fait la série C pour savoir, pour maîtriser les fonctions et autres, donc je ne pouvais pas tracer les courbes et les graphiques. Mais à mon petit niveau d'école primaire, j'essayais un peu voilà, de voir l'évolution de la ponte, de voir si ça marche, pourquoi ça n'a pas marché aujourd'hui, ainsi de suite. Et c'était une première expérience très enrichissante. À petite échelle, mais vraiment intéressante pour l'âge. Et cette expérience-là m'a donné vraiment le goût de l'élevage et le goût de tout ce qui est secteur alimentaire de façon générale. Et voilà, j'ai eu aussi à avoir d'autres expériences similaires dans le secteur de l'élevage, de l'agroalimentaire, à un très jeune âge. Et tout ça vraiment m'a poussé dans cette direction-là. Raison pour laquelle, avant même d'avoir mon bac, je savais déjà que parmi les secteurs qui m'intéressent, c'est l'un des secteurs privilégiés dans lequel j'ai de fortes chances de me diriger après le bac. Ok, super. Franchement, ça c'est magnifique. Mais nous n'avons pas tous la chance ou alors la capacité, je veux dire pour nous qui sommes à l'extérieur et pour la plupart qui suivent cette vidéo, nous n'avons pas tous cette capacité-là à revenir au pays. Donc, est-ce que toi, tu as eu, je veux dire, quand tu partais, tu savais déjà que tu allais rentrer et ce que je peux justement t'accorder et que je peux t'en féliciter, c'est le fait d'avoir choisi ta formation en Europe, pas en fonction de ce qui est à la mode. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu as choisi une formation, tu savais que ça suivait ta passion, ça suivait le besoin dans ton pays et ça suivait vraiment voilà, un domaine où tu pouvais t'appuyer, sur lequel tu pouvais t'appuyer pour revenir au pays. Maintenant, pour nous qui n'avons peut-être pas très souvent cette capacité-là à rentrer facilement, peut-être parce qu'on a déjà choisi à l'extérieur une formation qui ne répond pas forcément aux besoins du pays. Par exemple, pour mes amis informaticiens, très grands programmeurs et tout, ou peut-être au pays, il faut d'abord nettoyer le domaine archaïque avant de passer à la programmation et tout. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour pouvoir, comme toi, rentrer au pays et se constituer une vie, voilà, une vie cool? Le point que tu abordes est très intéressant parce que ça faisait partie de ma réflexion justement lorsque j'étais au collège, bon, ou plutôt pour que d'autres comprennent mieux au lycée, dans les années lycée. Je me disais toujours, lorsque je choisis ma formation plus tard, on peut être ingénieur en beaucoup de domaines différents, mais je me disais toujours, il faut que je choisisse un domaine qui va me permettre de travailler partout dans le monde. À la fois, si j'ai du temps à passer en Europe avant de rentrer au Cameroun, il faut que je puisse travailler là-bas, que je puisse m'insérer sur le marché de l'emploi. Et lorsque je vais rentrer au Cameroun, il faut également que ce soit dans un domaine qui me permette d'avoir des opportunités localement. Voilà un peu quelle était ma réflexion et j'ai eu à constater que la plupart des jeunes, même lorsqu'ils en ont l'opportunité dans nos pays, ne sont pas dans cette réflexion parce qu'ils sont plus tournés vers ce qui est nouveau ou ce qui sonne mieux peut-être, ce qui est un peu plus bling-bling on va dire. Bon, malheureusement, et je pense que c'est aussi en partie parce que beaucoup d'entre eux ne sont pas assez éduqués sur les métiers du secteur alimentaire, de l'agriculture, de l'élevage et autres, et n'ont pas assez de, on va dire, de recommandations, d'informations là-dessus pour vraiment faire un choix éclairé. Et voilà, à travers les différents médias qui existent aujourd'hui, je pense quand même que ce problème tend à se résoudre progressivement, ce qui est une bonne chose. Mais pour ceux qui ont déjà fait ces choix-là, déjà la formation ne s'arrête jamais. Ça, c'est la première chose que je vais dire. Parce que moi, par exemple, c'est vrai que je n'en ai pas souvent parlé devant les caméras, mais je suis un passionné d'informatique et je fais de la programmation jusqu'aujourd'hui. Depuis, j'ai commencé quand j'étais en classe de seconde, la programmation, à l'âge de 14-15 ans. Et aujourd'hui, je fais de la programmation en JavaScript, un peu en C aussi. Et voilà, je suis capable de faire des sites web. Et je suis capable aussi de faire des applications mobiles, bon, pas à un niveau professionnel comme quelqu'un qui le fait tous les jours. Évidemment, je serai plus lent qu'un pro, mais voilà, mais je le fais et j'ai cette connaissance-là. J'ai un certain niveau là-dedans. Tout ça pour dire que être par exemple ingénieur en agroalimentaire ne m'a pas empêché de me former en parallèle depuis le lycée
à ce domaine-là parce que j'étais passionné. Et de la même façon, si quelqu'un est déjà ingénieur en mécatronique ou en intelligence artificielle, ça n'empêche qu'aujourd'hui, il peut encore se former en agroalimentaire parce qu'aujourd'hui, il y a les ressources pour se former déjà. Il y a tellement de moyens, que ce soit des formations vidéo, des formations sur le terrain, ou bien même un mélange de tout ça, idéalement pour tâter vraiment tous les aspects. Et voilà, moi je dirais formez-vous, parce que ça c'est vraiment essentiel. Si tu fais déjà autre chose, rien n'est perdu. Par exemple, parmi mes clients de CAFCO, j'ai des ingénieurs en informatique qui ont parfois fini par abandonner leur métier d'informaticien avec le temps pour se consacrer à 100% à l'élevage parce qu'ils ont essayé, ils se sont formés, au fur et à mesure ça a mordu et ils ont fini par se reconvertir. J'ai des ingénieurs j'ai des logisticiens, j'ai des ingénieurs aussi en mécanique, vraiment j'ai tous les domaines, toutes les formations en termes de formation initiale, mais après il y a la formation qu'on choisit soi-même de suivre au cours de la vie selon les opportunités qu'on a détectées. Et voilà, j'ai beaucoup de personnes comme ça dans mon portefeuille client qui ont su faire ce shift. Donc ceux qui sont dans la diaspora sont tout à fait capables de le faire aussi. Wow. On comprend bien, en fait, si je peux me permettre de résumer le conseil que tu as donné, c'est si quelqu'un a fait peut-être génie mécanique comme moi et qui est comme moi aussi intéressé par le domaine de l'élevage et de l'agriculture, la personne ne devrait pas se dire que parce que j'ai fait génie mécanique, voilà, je me suis déjà spécialisé, j'ai déjà assez perdu le temps là. Pour moi, c'est mort, entre guillemets. La personne peut toujours essayer de se faire former à travers divers outils pour pouvoir comme ça réussir à se réorienter vers ce secteur-là qui est sa passion et qui répond aux besoins de l'Afrique. Oui, bon, après, c'est... En ce qui concerne la formation, j'ai envie de dire, tu me donneras ton avis là-dessus. Moi, mon constat, c'est que la diaspora simplifie beaucoup, la diaspora néglige beaucoup la formation en ce qui concerne l'entrepreneuriat en Afrique. Quand quelqu'un veut se lancer dans un domaine en Afrique, je vais prendre juste le domaine de l'immobilier. Quelqu'un qui a assez d'argent pour construire un immeuble et mettre des locataires, si tu lui parles de la formation en termes de droit immobilier, il va se moquer de toi. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? On est au pays, tu construis ta maison, tu mets voilà, la peinture, la carreau, tu mets ce qu'il faut. Les gens entrent et te payent. Pour eux, c'est ça. Et après, c'est les mêmes gens qui vont encore revenir sur Internet pour décourager les gens d'investir au pays parce qu'on les a arnaqués, etc. Donc moi, à mon avis, c'est donner ce conseil-là. Pour moi, c'est juste un très bon conseil, mais la réalité aussi derrière est que les gens sont contents quand ils veulent entreprendre en Europe ou alors quand ils veulent voilà, monter peut-être en grade dans leur entreprise en Europe. Ils sont contents de vanter sur les sites comme LinkedIn, même Facebook ou alors Instagram. Ils sont contents de vanter leur diplôme de formation parce qu'ils ont suivi peut-être pendant 3 mois ou 1 an une formation spéciale pour monter en grade. Mais lorsqu'il s'agit peut-être de venir faire sa ferme au pays, par exemple, ils ne sont plus contents de se former, même ils sont même plus contents à l'idée de se former. Et même pour ceux qui se forment, ils ont honte d'avouer que voilà, je me suis fait former peut-être en domaine de l'élevage et tout, parce qu'ils ont peur qu'on va dire qu'ils se sont fait arnaquer ou je ne sais pas quelles sont toujours ces raisons. Est-ce que chez toi, c'est le même concept? Parce que je sais que tu es toujours en contact avec beaucoup de personnes dans la diaspora. Est-ce que pour toi, c'est le même concept ou alors, si jamais c'est le même concept, quel est encore le conseil supplémentaire que tu pourrais donner aux gens qui ont cette vision des choses-là? Ta question est très pertinente. Et oui, c'est un constat que j'ai beaucoup fait aussi. Malheureusement, sans vouloir généraliser, je dirais que globalement, la diaspora a un très mauvais état d'esprit au sujet de l'investissement et de l'entrepreneuriat en Afrique. Très mauvais. Parce que lorsque quelqu'un en Europe, et prenons même l'exemple de quelqu'un de la diaspora, un Camerounais, un Béninois, un Ivoirien qui travaille en France, en Allemagne, et qui est par exemple informaticien. Supposons qu'il voit une opportunité dans la boucherie et qu'il veut devenir boucher. Boucher dans son village, dans sa ville et dans son quartier. Évidemment, il ne va pas se dire la boucherie, c'est rien, on coupe la viande et voilà, je peux couper la viande, moi-même je mange la viande tout le temps, je coupe ça chez moi. Il ne dira pas ça, il va aller se former, il va faire une formation peut-être de 3 à 6 mois
en parallèle de son emploi, il va faire des sacrifices pour ça, il va même payer des milliers d'euros pour être formé là-dedans et pour ouvrir sa boucherie ensuite. Et il va se former non seulement sur les aspects pratiques du métier, mais aussi sur le côté, par exemple, réglementaire, le côté légal. Il va vraiment essayer de couvrir un maximum d'aspects et il sera prêt à payer le prix. Malheureusement, lorsqu'ils viennent en Afrique, les mêmes personnes vont avoir un raisonnement complètement insensé, je dirais. Et là-dessus, je vais être un peu cash, mais vraiment insensé. Parce qu'ils vont se dire, ok, j'ai souvent vu ma grand-mère avoir les poules qui pondaient chaque jour. Ça veut dire que je peux faire un élevage de poules pondeuses. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Tu donnes l'aliment à la poule, elle va grandir. La poule mange le maïs, c'est la provende, on connaît ça. Je connais les endroits, j'ai un ami qui fait la provende, il va me conseiller et je vais démarrer. Et voilà comment ça donne des catastrophes. Après la catastrophe, bon, je sais très bien de quoi je parle parce que j'ai souvent été contacté après les catastrophes malheureusement et ça arrive toujours jusqu'à aujourd'hui. À ce moment, on vient en sapeur-pompier essayer de réparer les conséquences de l'ignorance et on essaye maintenant de vraiment transformer la ferme, évidemment avec la coopération du propriétaire parce que sans sa propre volonté, rien n'est faisable. Et c'est à ce moment qu'on se dit, mais si vous vous étiez formé avant, si vous étiez même venu nous voir, on vous aurait donné des conseils et on vous aurait aussi conseillé de continuer de vous former. On vous aurait conseillé de vous entourer de personnes compétentes parce que ces personnes-là vont aussi vous former au fur et à mesure de façon même, on peut dire naturelle. Hein. Quand vous êtes entouré de personnes compétentes que vous mettez dans votre projet, ces personnes-là vous forment continuellement, en plus de votre formation initiale, par exemple de quelques mois que vous avez pu faire au départ. Donc voilà un peu l'état d'esprit. Et moi je dirais à ça, par rapport à ça, formez-vous, prenez les business en Afrique au sérieux. Ne vous dites pas que le sérieux c'est chez les autres. Chez les autres, lorsqu'on veut faire un métier, on se forme et toute personne ne pense à se lancer comme ça, de nulle part et se dit non, ce n'est pas sorcier. Non, personne ne se dit ça. Même pour les métiers qui ne sont pas généralement, on va dire, auxquels les gens ne donnent pas une grande importance dans la société, mais qui sont malgré tout importants. Je prends l'exemple de dame de ménage. C'est un métier que les gens négligent souvent, mais qui a toute son importance dans la société. Et en Europe, lorsque les gens veulent faire ce métier, elles ont des petites formations qui sont données par leur entreprise à un certain niveau. Voilà. Et quelque part, elles ont aussi une expérience qu'elles acquièrent au fil du temps qui les différencie de celles qui se lanceraient là-dedans sans même connaître quel type de produit ménager on utilise sur les toilettes et quel type de produit on utilise sur du bois. Donc, c'est pour dire que quand vous venez en Afrique, ayez le même mindset. Dites-vous, je vais lancer un business comme j'aurais pu lancer un business en Europe. Et si je ne prends pas les précautions que j'aurais prises en Europe, le business va échouer. Donc je vais me former, je vais investir là-dessus et je vais accepter de consentir des sacrifices pour mettre, s'il le faut, des milliers d'euros pour savoir ce que je fais avant de me lancer dans cette activité. Très bien. Très bien, tu as résumé mieux que moi la situation. Je pense qu'on aurait compris que c'était important de faire un tour, n'est-ce pas, par ce secteur-là. Parce que c'est un truc aussi c'est quelque chose que j'ai décrit aussi beaucoup dans ma chaîne. Et je voulais profiter de l'occasion, n'est-ce pas, que toi aussi tu es là pour t'entendre sur ce sujet-là et montrer aux gens que c'est vraiment un problème sérieux. Peut-être celui ou celle qui nous regarde peut-être ne pense pas forcément comme ça, mais ne sait pas aussi qu'elle va penser comme ça, n'est-ce pas, lorsque la personne aura déjà les moyens pour se lancer. On a vu beaucoup de personnes construire des immeubles au Cameroun sans étudier de terrain. Et ce sont des personnes qui sont dans de très grandes entreprises en Occident, tu vois. Et voilà, souvent la population est là pour constater comment l'immeuble est en train de tomber aussi facilement. Donc franchement, c'est pour montrer à quel point ce problème-là est grave. Donc là, on va parler après on va parler maintenant du lien que tu as avec l'entreprise. Comment est-ce que tu es devenu DG de l'entreprise CAFCO? Mais avant d'arriver à là, on va faire un petit détour sur ton retour au pays, si tu veux bien. C'est quelque chose qui n'est pas facile. On l'avait encore en discussion en off tout à l'heure. Je ne suis pas encore définitivement rentré au pays. Donc ça, je ne le cache pas. Je ne prétends pas être déjà installé au pays. Mais tu as déjà vu aussi depuis plusieurs mois déjà les sacrifices que je consentis pour pouvoir réussir mon retour au pays. Et nous deux, nous avons constaté que malgré ces sacrifices-là, on voit des personnes
qui ne font pas autant de sacrifices, mais qui sont plus motivés que nous deux, n'est-ce pas, à rentrer au pays. Donc, souvent, je me pose la question à savoir, est-ce que j'ai besoin de faire autant de sacrifices quand je vois comment telle personne est déjà prête à rentrer au pays, à juger seulement par ses dires. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça aussi, c'est un autre domaine où je pense qu'on mérite de t'entendre là-dessus, le retour au pays. Moi aussi, j'aimerais avoir des conseils aussi de ta part. Je suis tout proche, donc vraiment à quelques mètres de sauter, de faire le pas. Mais je me suis déjà très bien préparé. Il y a des gens qui ne se préparent pas. Il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut se préparer. Il y a des gens qui sont dans l'illusion, n'est-ce pas, qui se disent que ce qui arrive aux gens au pays là, ça ne va pas m'arriver parce que j'aurai mes moyens, parce que je vais prendre mes prédispositions, parce que je vais vivre dans des quartiers chics, donc je ne vais pas faire face à certains problèmes. Et je sais que, voilà, toi, avec ton profil, tu es le mieux placé pour nous donner des conseils, pour nous donner des astuces, n'est-ce pas, qu'on pourrait déjà commencer à mettre sur pied dès aujourd'hui ou alors dans l'avenir pour réussir notre retour au pays. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment ça s'est passé, ton retour au pays, et ensuite nous donner quelques conseils? Alors, mon retour au pays, je peux dire que globalement, il a été bien préparé parce que j'avais déjà ce plan depuis le départ, avant même de quitter. Et ça fait vraiment toute la différence. Ça n'a pas été une improvisation, mais ça a été un processus. Et au cours de ce processus, j'ai eu à venir au pays plusieurs fois, voir déjà ce qui se passe, voir le terrain, essayer déjà de m'acclimater progressivement, même mentalement, et essayer un peu d'imaginer comment sera ma vie au pays en fonction des réalités locales. Il faut rappeler que tu as fait combien de temps à l'extérieur? J'ai passé au total autour de 6-7 ans à l'extérieur. Okay. Oui. Voilà, donc ça a été un processus comme je disais. Et c'est important d'avoir cette notion-là de retour progressif. Parce que lorsqu'on veut rentrer, on ne peut pas décider aujourd'hui et rentrer dans 2 mois. Ça, ce n'est pas faisable, ou dans 6 mois même. Ça prend vraiment du temps, surtout lorsqu'on a déjà un emploi. Et moi, ce que je conseillerais aux gens qui sont dans la diaspora et qui sont motivés, c'est d'étaler vraiment ce retour sur plusieurs années. Et surtout, avant de rentrer, de savoir ce que tu vas faire au pays. Ça, c'est important. Il ne faut pas rentrer au pays et au bout de quelques mois après le retour, dire que oh, c'est dur, je n'arrive pas à trouver l'emploi que je voulais ou le genre d'emploi que je recherche. Non, ce n'est pas comme ça. Avant de rentrer, il faut savoir ce que tu vas faire. Moi, avant de rentrer, je savais ce que j'allais faire. Et j'ai eu le temps, même plus d'1 an avant, de commencer déjà à réfléchir là-dessus, à plus ou moins me concentrer sur mon retour et à le préparer. Ceux de la diaspora autant pour moi, qui réussissent leur retour, parce que j'en vois même parmi mes clients qui sont comme toi, en retour partiel déjà, qui sont en train de faire des pas, d'autres qui ont vraiment sauté le pas à 100%. Et tous, ce que je remarque chez ceux qui réussissent ce retour-là, c'est qu'ils vont commencer à tâter le terrain. Après avoir tâté le terrain, ils vont identifier des opportunités. Tout ça étant encore en Europe ou en Occident de façon générale. Et à un moment, ils vont lancer une activité, commencer par des petits pas, une activité à petite échelle, mais avec des ambitions, parce que c'est important. On peut se lancer, on peut démarrer petit, mais en ayant toujours une vision de long terme qui est beaucoup plus grande que le départ. Et ils essayent d'avancer progressivement, de faire grandir l'activité à un niveau, lorsqu'ils voient que l'activité a déjà pris de l'ampleur et doit être managée par un directeur qui est sur place. En ce moment, ils rentrent. Et là, ça fait tout son sens parce que, à la fois d'un point de vue financier et d'un point de vue même managérial, l'activité a besoin de lui et lui aussi peut compter sur l'activité pour s'occuper, pour gagner sa vie et ainsi de suite. Et en ce moment-là, c'est totalement logique de rentrer et ça se fait d'une façon plus ou moins naturelle. C'est-à-dire qu'à un moment, toi-même, tu sentiras que cette activité-là a un degré de maturité qui me permet de revenir et de me consacrer à ça à 100% et de laisser tomber mon emploi à l'extérieur. Mais c'est progressif. Certains commencent par passer 1 mois par an au pays, mais il faut une présence en tout cas, ça c'est clair, il faut une forte présence.
Parfois, ils évoluent au fur et à mesure que l'activité grandit, ils commencent à passer 2-3 mois et puis ça devient un moment la moitié de l'année, surtout pour ceux qui sont indépendants. Par exemple, quelqu'un qui est consultant en Europe et qui peut se permettre de moduler son emploi du temps de façon à être présent, par exemple, 6 mois par an au pays. Je vois certains qui le font. Et voilà, après avoir franchi cette étape-là, dès qu'ils sentent que le moment est arrivé, niveau financier aussi, les bénéfices ou du moins la taille de l'activité justifie sa présence à 100%, là, c'est plus facile de décrocher. Et lorsqu'il revient, il n'a même pas le temps de réfléchir sur des problèmes de oh, mais le pays, c'est un changement difficile, je n'arrive pas à me réadapter, l'emploi, je n'arrive pas à trouver un emploi, le genre d'emploi que j'avais en Europe. Non, parce qu'il revient, il est déjà concentré sur un projet et il s'est quelque part déjà partiellement adapté grâce à sa présence pendant ces dernières années sur le continent. Donc voilà un peu le processus que moi je conseillerais. Mais je tiens à préciser aussi que ce n'est pas pour tout le monde. Parce que lorsqu'on vit en Occident, on prend beaucoup d'habitudes. On ne s'en rend même pas compte. Moi, je me souviens par exemple lorsque j'étais allé en Europe pour la première fois, j'avais quand même passé quelques temps avant de rentrer. Et lorsque je suis revenu au pays en visite, je veux dire quand je partais pour mes études, lorsque je suis revenu au cours de mes études, c'était pas facile. Même un simple séjour touristique m'a fait comprendre que, en fait, même mon cerveau commence à changer. Je te prends un exemple. Pour traverser la route, c'était tellement difficile pour moi. C'était une épreuve. Je prenais quoi, 2 minutes, 3 minutes pour traverser une petite route avec un trafic qui n'est même pas si serré. Parce que quand je me positionnais au bord de la route, je cherchais, mais où est le passage clouté? Où sont les feux? Pourquoi les véhicules ne s'arrêtent pas? Est-ce qu'on ne me voit pas? Voilà, pourquoi les motos ne s'arrêtent pas? Ainsi de suite. Donc c'était vraiment, j'étais confus. Et là, je me suis dit, waouh, en aussi peu de temps, bon, relativement, à l'échelle d'une vie, en aussi peu de temps, j'ai déjà un tel changement dans ma tête. Ça veut dire que pour celui qui a fait 20 ans, 30 ans, mais le changement est quasiment impossible. Il faut se le dire, il faut être honnête. Parce que je vois aussi beaucoup de gens qui ont 45 ans, 50 ans, être motivés pour entrer. Mais j'ai envie de dire, sans vouloir les décourager, c'est quasiment impossible. Et j'ai vu des exemples concrets de personnes que j'ai rencontrées personnellement et qui m'ont expliqué pourquoi est-ce qu'ils sont revenus au pays pour rentrer ensuite, après avoir vécu 6 mois, parfois plus d'1 an pour certains. Donc pour dire qu'ils avaient vraiment la volonté, ils ne sont pas partis au bout de 2 mois, ils sont partis au bout de plus d'1 an pour dire qu'ils ont vraiment essayé. Mais en fin de compte, après avoir passé 20-25 ans en Europe, ça devient beaucoup trop difficile de se réadapter. Et voilà, tu as déjà 40, 45, 50 ans, c'est compliqué. Donc j'ajouterais quand même que ce n'est pas pour tout le monde. Et si quelqu'un est vraiment motivé à le faire, il faut le faire très tôt. Et il faut comprendre que ça va avec beaucoup de difficultés, beaucoup de travail. Parce que moi aussi, il y a des gens qui me contactent, qui me disent « Douglas, on voit vraiment ta rage, appartement meublé, c'est toi, la ferme porcine, c'est toi, YouTube, c'est toi. » Et YouTube, c'est pas chez moi, juste un truc où je poste une vidéo par mois. Je suis vraiment régulier sur YouTube. Et salarié, le salariat aussi, c'est moi, je suis manager de produits dans une entreprise en Allemagne. Et il me demande toujours comment est-ce que tu réussis à jumeler tout cela. Donc, c'est une façon de dire que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. J'ai compris ce que je veux quelque part et j'ai compris le travail qui va avec. Donc je me dis aussi que les gens qui nous regardent devraient aussi comprendre qu'il y a beaucoup de sacrifices qu'il faut faire déjà en Europe. Parce que la nuance aussi, si je peux me permettre de prendre un peu ta place et de donner quelques conseils, c'est les gens pensent souvent qu'on se sacrifie pour rentrer au pays. Je suis persuadé que peu importe la situation de l'Africain expatrié en Occident, le véritable sacrifice c'est de vivre en Occident. Ça, je suis persuadé. Après, bon, on va parler des gens qui sont nés là-bas et tout ça, c'est un autre débat. Mais si on a vécu dans son pays pendant 17 ans comme moi, et après on a pris l'avion pour aller vivre pendant 9 ans ou presque 10 ans dans un autre pays,
tu as dit toi-même, on prend des habitudes lorsqu'on vit à l'extérieur et il y a aussi certaines réalités auxquelles nous faisons face, même si on n'avoue pas toujours des réalités qui sont déplaisantes. Donc, ce n'est pas pour dire que les Blancs sont foncièrement méchants, non, mais on n'est tout simplement pas chez soi. Et il faut aussi dire la vérité, c'est qu'on est aussi dans certains pays souvent un peu trop envahissants. Donc on peut souvent comprendre les débats qu'il y a, les débats politiques qu'il y a pour renvoyer certains immigrés chez eux. Donc je veux dire, avec cette dévalorisation, avec cette humiliation que nous vivons à l'extérieur, moi, ce qui me motive plus, ce qui m'a plus aidé vraiment à bien préparer mon retour au pays, c'était le fait de me dire le véritable sacrifice en fait, c'est de vivre là-bas. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point maintenant, ce sont des décisions difficiles qui sont peut-être le fait de ne pas avoir d'enfants. Déjà. Donc de s'arranger déjà, je veux dire, j'adore les gosses comme je te disais, j'adore les gosses et tout. Je ne sais pas si j'aurais moins de 10 enfants demain. Donc ça c'est pour te dire. Mais je prends aussi déjà de l'âge, j'approche déjà la trentaine et même la pression familiale aussi, n'est-ce pas, qui est en mode, mes parents qui sont en mode, on aimerait déjà un petit-fils de toi et tout, où je me dis non, mais je ne suis pas stable, je ne veux pas mettre des enfants au monde que je vais trimballer par-ci, par-là. Mais malgré ça, j'ai quand même des connaissances, des amis de ma génération avec qui nous sommes allés à l'école, qui sont plus motivés que moi, comme je le disais déjà en introduction, mais qui, voilà, sachant très bien qu'ils veulent rentrer au pays, qu'il y a des sacrifices à faire, se sont quand même mariés, ont eu des enfants, une petite vie de famille, et c'est très beau, je veux dire, c'est très très beau, mais si on ne se sent vraiment pas à l'aise en Europe et qu'on commence à faire des enfants, déjà on se fout le doigt dans l'œil, quoi. En quelque sorte, si les téléspectateurs peuvent me permettre l'expression. Donc du coup, c'est aussi voilà, le petit détail que je voulais ajouter par rapport à cela. Je ne demande pas je ne dis pas que ceux qui ont déjà fait les enfants, c'est pas possible c'est pas possible pour eux de rentrer. Mais si on est jeune et qu'on n'a pas encore fait des enfants, il faudrait vraiment réfléchir, quoi, avant de se lancer dans ça. Non, je comprends bien où tu veux en venir. Et je vais te prendre un peu mon cas personnel. Par exemple, je suis marié et mon épouse et moi, nous sommes au pays ensemble et on s'était mis d'accord bien avant le mariage sur le retour au pays. Ça, c'est extrêmement important parce que tu as parlé d'enfants, mais j'ajouterais aussi que le choix du partenaire de vie là-dedans est crucial. Bon, j'imagine que quand tu dis enfant de façon implicite, tu mets aussi là-dedans le partenaire de vie. La famille en gros. Oui, la famille grosso modo. Précisément la famille nucléaire, parce que c'est clair que si tu es au Cameroun et que tu as une femme et des enfants en Allemagne, en France, ça va peut-être tenir un temps, mais soyons réalistes, au bout de quelques années, ça va devenir très compliqué. Et on a souvent vu des cas qui allaient jusqu'au divorce pour des raisons pareilles. Donc, quand quelqu'un sait qu'il doit rentrer au pays, il doit s'entourer de personnes qui ont la même vision. S'il rencontre une épouse ou dans le cas d'une femme, s'il rencontre un homme, il faut que dès le départ, les deux soient d'accord sur cette philosophie de vie de on va rentrer en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on rentre en Afrique? Que les deux soient en train de regarder dans la même direction et en sachant pourquoi est-ce qu'ils le font. Il faut aussi un pourquoi. Il faut que les deux... Parce que si il y a une personne qui y va et que l'autre y va simplement pour lui faire plaisir, ça ne peut pas marcher. Il faut vraiment que les deux aient intégré dans leur esprit pourquoi est-ce qu'on va en Afrique et aussi le fait même qu'on va le faire et si possible une limite de temps parce qu'un objectif qui n'a pas d'horizon de temps en général on ne l'atteint pas. Donc il faut que toutes ces conditions soient réunies là et je pense que de cette façon-là ça peut marcher. Surtout, comme je disais, pour des personnes qui sont encore jeunes, parce qu'à un certain âge, 40, 45 ans, ça devient vraiment compliqué. Le schéma dans lequel beaucoup tombent, hein, c'est qu'au départ, on est jeune, on est dans la vingtaine, on se dit je vais gagner de l'expérience d'abord et je vais accumuler un peu de capital, ce qui n'est pas mauvais, hein, ce qui est aussi une bonne approche, parce que j'ai vu certains qui sont allés dans ce sens-là et pour qui ça a bien marché. Mais c'est en même temps un gros piège, parce que lorsqu'on se dit je vais rester d'abord, imaginons 10 ans. Au bout de 10 ans après les études, la personne a, supposons, début de trentaine. Et à ce moment, il a peut-être rencontré une fille. Bon, prenons le cas d'un homme, il a rencontré une femme. Peut-être il a fait un gosse, parfois de façon imprévue parce que ce n'est pas toujours planifié. Et voilà, il commence à penser au gosse et il se dit « Ah, mais le petit est encore fragile, il faut d'abord qu'il fasse même la maternelle et après on verra ».
le petit finit la maternelle, après ça devient, oh mais il a déjà ses amis, son environnement, je ne vais pas changer tout, c'est brusque. Voilà, on va attendre qu'il grandisse un peu et qu'il soit un peu autonome adolescent. Lorsqu'il est adolescent, on se dit, bon, vraiment les adolescents avec leurs caprices, ça peut vraiment le déranger de bouger. On va attendre qu'ils finissent le bac. On va attendre qu'ils finissent le bac. Et entre temps, il y a des petits qui arrivent aussi. Il y a ses petits frères et petites sœurs qui arrivent. Dès qu'il a le bac, on dit, ah mais son petit frère est encore en 6e, on ne peut pas bouger. Et voilà, ça devient un cycle. C'est très vrai. Et à un moment, tu te rends compte que au moment où toutes les conditions, entre guillemets, sont réunies pour que tu rentres, tu vois que tu as 50 ans, 55 ans, et tu te rends compte que la retraite, c'est dans moins de 10 ans. Bon, en fonction des pays, à un moment, tu te dis, bon, est-ce que j'ai même encore toute l'énergie pour aller redémarrer en quelque sorte une nouvelle vie là-bas? Donc, je donne vraiment cet exemple qui peut paraître un peu perché, mais qui en fait est un exemple que beaucoup ont vécu pour dire que vraiment il faut se préparer et mieux vaut le faire tôt que de le faire tard, en prenant bien sûr certaines dispositions, mais il faut avouer que la jeunesse aide beaucoup dans ce genre de projet. Ouais. Et pour les papas, nos grands frères ou bien les papas qui sont déjà sur place et qui se battent aussi à rentrer en quelque sorte. Déjà, il faut que je précise, peut-être c'est un truc qui va aussi un peu fâcher, mais généralement les personnes de la diaspora qui jugent mal l'Afrique, qui trouvent qu'il n'y a pas de vie en Afrique et que l'Afrique, il faut laisser tomber, c'est les gens qui ont déjà fait plus de 20 ans, 30 ans en Europe. Donc c'est vraiment les grands frères. Quand je parle des grands frères, quand on va jouer au foot et tout, il y a des vétérans qui il ne faut pas tacler n'importe comment parce qu'il faut respecter l'os, comme on dit souvent, au quartier. Et malheureusement, ce sont souvent eux qui trouvent que c'est pas qu'on s'embrouille, qu'on s'agite lorsque on dit qu'on veut aller s'installer en Afrique. Est-ce que tu penses que pour eux, il y a encore de l'espoir, il y a encore une sorte de schéma à suivre pour réussir aussi son retour au pays? Parce que eux, ils sont, comme tu disais tout à l'heure, il y a l'enfant après la maternelle, il faut aller à l'école primaire, le bac, etc. Eux, ils sont maintenant, avec eux, le temps est tellement passé qu'ils sont maintenant en mode après ma retraite. Donc, le lendemain de ma retraite, je vais rentrer, m'installer au pays. Et ils sont, justement, on va voir, il y a des quartiers qui à Douala spécial pour les papas de la diaspora, c'est vrai, où on voit des petites maisons, des petits immeubles poussés là, où on sait que ce sont des gens qui ne peuvent pas leur retraite, ils vont rentrer, ils vont vivre au rez-de-chaussée et ils vont prendre l'argent des locataires comme si c'était si facile. Est-ce que tu penses que pour eux, il y a encore un schéma, il y a encore une méthode à suivre pour réussir le retour au pays, ou alors ce serait mieux justement pour eux d'attendre une fois la retraite? Là, tu parles des papas d'un certain âge qui ont déjà on va dire de 50 ans en montant. Dans la cinquantaine. Ouais. Ok. Pour eux, je dirais que en grande majorité, vraiment, je préfère qu'on soit très honnête. Ta chaîne s'appelle Réalité Afro Business, donc ici, on va se dire les choses vraies. Dans plus de 95% des cas, à cet âge, c'est impossible de faire un changement autant radical. Parce que la vie en Occident et la vie ici, bon, pour ceux de la diaspora qui nous écoutent, ils savent très bien de quoi on parle. C'est deux vies très différentes. Et il est impossible, ou quasiment impossible à cet âge, de faire le shift. Maintenant, il y a certains qui vont me faire mentir, pas des exemples concrets de personnes qui ont réussi à le faire à cet âge. Et je ne demande pas cela, il y a bien des contre-exemples, il y a des gens exceptionnels qui ont une capacité d'adaptation à toute épreuve, même à 55 ans, ils sont capables de tout retourner dans leur vie. Ça existe, mais disons-le, c'est très rare et à cet âge, il n'est plus vraiment pertinent de miser sur un tel projet de vie. Maintenant, alors là, je parle du retour, retour avant la retraite pour construire vraiment des choses. Bon, maintenant, tu as parlé d'un autre volet qui est de venir après la retraite. Donc, dès qu'on prend la retraite, on vient là, il y a peut-être un immeuble quelque part qu'on a construit entre-temps et on va finaliser et vivre dedans, voilà, ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose que beaucoup font aussi, je l'ai beaucoup vu. Et des personnes qui préparent parfois ce plan-là depuis même la trentaine et la quarantaine, ils sont déjà en train de construire, ça prend le temps qu'il faudra, mais ils sont convaincus qu'à la retraite, ce sera prêt. Et bien souvent, c'est le cas. Et ils viennent, il y a, comme tu as dit, des quartiers de retraités de la diaspora dans nos villes. Mais je dirais que ce plan, d'un point de vue personnel, peut être intéressant. Parce que beaucoup ont envie de revenir passer leur retraite dans un environnement loin des grandes métropoles, peut-être dans
dans un environnement plus familial aussi, parce qu'il est dans une ville où il peut voir les cousins, les soeurs, la maman et tout, plus facilement. Se rapprocher un peu des siens aussi, c'est souvent ça l'objectif. Et se rapprocher de ses racines, ça je peux comprendre totalement cette envie. Et quelque part aussi, il crée de l'activité économique en construisant cet immeuble-là dans lequel il va venir vivre. Donc, je ne peux pas condamner un plan pareil. Au contraire, il faut plutôt l'encourager. Mais je tiens quand même à souligner le fait que ça reste un plan qui est beaucoup moins productif pour nos pays par rapport au plan de celui qui vient vraiment créer des entreprises qui vont aussi créer de l'emploi. Parce que lorsqu'on construit un immeuble dans lequel on va vivre et mettre des locataires, je ne crache pas là-dessus, c'est très bien comme plan, ça peut être un bon investissement. Toi, tu t'y connais bien en immobilier, donc tu sais que en fonction de comment on le fait, ça peut être un très bon plan. Mais en termes d'impact, toi qui fais à la fois l'immobilier et qui fais de l'élevage de porc, tu vois très bien que ton élevage de porc a beaucoup plus de potentiel d'impacter la vie des gens, beaucoup plus que l'immeuble, beaucoup plus que les appartements par exemple. Concrètement, en termes de création de valeur, pas seulement pour toi, mais aussi pour la population. Ta viande de porc que tu fais, ça fait vivre des usines d'aliments comme la mienne, ça fait vivre des salariés à la ferme, ça fait vivre aussi des transporteurs qui vont transporter les porcelets, les aliments, la viande aussi. Ça fait aussi tourner d'autres business. Par exemple, des points de distribution, des bouchers qui peuvent travailler grâce à ce que tu leur fournis. Et ça aide aussi la population parce que quand tu le fais, tu contribues à mettre sur le marché de la viande locale de bonne qualité en plus et qui va aussi nourrir les gens et quelque part lutter contre la faim aussi. Donc, l'impact est tellement large et tellement intéressant par rapport à l'impact d'une simple construction immobilière qui est tout à son honneur, à l'honneur de la personne qui réalise cet ouvrage-là, mais qui n'atteindra jamais en termes de fruits, qui n'atteindra jamais les fruits d'un bon business bien pensé au pays. Donc tout ça pour dire que pour celui qui est dans l'optique vraiment d'apporter quelque chose à forte valeur ajoutée au pays, je lui conseillerais plutôt de se concentrer sur un plan, dès un âge assez jeune, de se concentrer plutôt sur un plan entrepreneurial et essayer vraiment de créer une activité un peu comme ce que tu es en train de faire. Et de se concentrer là-dessus, même si il peut aussi en parallèle avoir un immeuble qu'il construit ou alors le faire plus tard, ça n'empêche pas. Mais il faut le dire, c'est ça qui va développer nos pays. Ce n'est pas les immeubles qui développent le pays. C'est utile, mais ce n'est pas ça qui développe nos pays. Ce qui développe nos pays le plus, c'est la création de valeur à travers des entreprises, à travers des usines, des fermes, des plantations et autres. Et c'est là-dessus que la diaspora doit se concentrer. Parce que la diaspora parle tout le temps de développement. On ne peut pas parler de développement tout le temps et avoir pour seul but d'aller construire un immeuble et prendre l'argent des locataires. Ce qui est bien, mais très statique. Très statique et apporte, on va dire, relativement peu d'avancées par rapport à un vrai business qui va tourner, employer des gens, faire vivre des prestataires, faire vivre aussi des clients. Voilà, donc restons dans cette optique-là et concentrons-nous beaucoup plus là-dessus parce que c'est à travers ça qu'on va avoir une contribution plus significative au développement. Je vais résumer. On a une personne dans la diaspora qui veut rentrer. La personne peut faire le choix de rentrer pour l'Afrique ou alors la personne peut faire le choix de rentrer pour soi-même. Voilà, donc c'est tout quoi. Pour faire simple. Exactement. Donc si tu décides de rentrer pour toi, il ne faudrait pas être peut-être celui après qui se plaint, par exemple, lorsqu'on va voir le taux de chômage qui augmente au pays, le taux de famine, voilà, l'autosuffisance alimentaire où nous en sommes encore très très loin et selon nous les entreprises comme la tienne, voilà, il ne faudrait pas être se jouer les acteurs de ce combat-là parce qu'on a fait le choix de rentrer pour soi-même, on a fait le choix du confort personnel. Donc on a travaillé, amassé autant d'argent en Occident, on rentre pour sa retraite, on se fait une petite vie, on est à la maison au calme. Donc là, on n'est pas là pour juger. C'est aussi très bien comme plan.
Maintenant, pour ceux-là qui décident de rentrer pour avoir un véritable impact et un impact vraiment concret, voilà, eux aussi doivent comprendre que le chemin est ailleurs. Le chemin n'est pas d'économiser de l'argent pour construire un immeuble où on va rentrer, s'appuyer sur cet immeuble-là pour avoir un grand impact. Parce que quelqu'un qui rentre pour avoir un grand impact, déjà, c'est en construisant un immeuble, il est en train de ralentir justement son impact sur l'espace-temps, l'espace-temps, quoi. La raison pour laquelle moi-même, je parle d'appartements meublés, mais je n'ai pas construit d'immeuble ou bien d'appartement. Déjà, j'ai préféré justement louer un appartement à quelqu'un pour faire vivre justement cette personne-là qui a construit son immeuble, avoir un petit business à côté, mais il faut juste aussi juger sur mes contenus sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup plus de contenus dédiés à la ferme, dédiés aux activités agriculture, ou du moins de l'agriculture, que des contenus dédiés à l'appartement meublé, parce qu'en fin de compte, c'est un business qui est aussi bien, mais qui, voilà, qui répond aussi à une demande, quelque part, ouais, mais qui n'est pas, on va dire, qui n'est pas très dynamique comme le business de la ferme. Voilà. Donc, on va donc passer à la prochaine partie qui est, voilà, le lien, le rapport que tu as avec cette entreprise. Je viendrai avec tous les titres fonciers et les plans de lotissement signés par les autorités. Celui qui choisit une parcelle peut déjà s'engager et on reste faire les papiers. Si on peut anticiper les papiers pour qu'avant qu'ils ne partent, qu'ils signent chez le notaire l'acte de vente, tant mieux. Nous sommes aujourd'hui à CAFCO, Cameroon Feeds and Concentrates, qui veut dire en français Aliments et concentrés du Cameroun, qui est une branche du groupe SOCAV. C'est une usine spécialisée dans la production d'aliments et de concentrés pour animaux d'élevage, porcs, volailles et bovins, également poissons. Très peu de personnes réussissent leur projet en Afrique parce que plusieurs personnes justement n'ont pas les outils qu'il faut pour pouvoir bâtir leur entreprise sur des bases solides. Vous avez été témoin depuis la création de ma chaîne, de mon évolution avec le temps que je partage gratuitement avec vous ici pour pouvoir vous montrer que c'est possible de réussir ces projets en Afrique. Mon succès n'est pas un fait anodin, c'est parce que je suis accompagné des personnes à succès comme Papa Ouattara. Justement, avec Papa Ouattara, on a décidé de créer un business forum qui aura lieu au Cameroun, à Douala, pendant le mois de décembre. Ce business forum-là, ça s'adresse à tous ceux-là de la diaspora qui vont se déplacer pour être au Cameroun à cette période-là, et même à ceux qui vivent déjà au Cameroun. Le business forum va vous permettre, d'un côté, pour ceux qui n'ont pas encore lancé leur projet, qui sont sur le point de passer à l'action, d'être beaucoup plus concret, d'avoir déjà dès la base un mentor comme Papa Ouattara qui va être à leur disposition, qui va les accompagner, qui va leur donner des conseils, qui va leur permettre d'avancer rapidement sans avoir à échouer. Parce qu'on n'a plus le temps pour échouer, pour apprendre de ses échecs en Afrique. Clairement, on n'a plus le temps pour ça. De l'autre côté, pour ceux-là qui ont déjà lancé leur entreprise, pour ceux-là qui ont déjà une ferme ou alors qui ont déjà des exploitations agricoles, il sera question pour vous sur place aussi, n'est-ce pas, de gagner aussi des expériences de Papa Ouattara, mais surtout de vous créer un réseau. Quoi de plus important que de se faire un réseau lorsqu'on entreprend en Afrique? Ghislain, par exemple, dont je vous ai déjà présenté sur cette chaîne, qui est le directeur général d'une entreprise de provenderie multinationale, vous allez aussi le rencontrer sur place parce qu'il sera l'un des panélistes et vous aurez la possibilité de faire du business avec lui. Je vous donne déjà un exemple. Vous pouvez comme ça vous faire livrer par Ghislain par de l'aliment à des prix abordables parce que derrière, ça va vous encourager à passer à une échelle supérieure dans votre business. Clairement, vous avez besoin d'être dans ce genre de business forum parce que vous savez que mon objectif, mon combat, c'est de montrer la réalité aux Africains, la réalité de l'entrepreneuriat aux Africains. Depuis que j'ai passé cette information sur ma chaîne YouTube, je vais vous avouer que moi-même, je suis surpris de la fréquence avec laquelle les gens m'appellent pour réserver leur place. Tu l'auras compris clairement, les places sont en train de se booker à une vitesse que je ne pouvais même pas m'imaginer. Ne tarde pas à faire comme ces gens-là qui ont détecté l'opportunité à ne pas manquer de pouvoir voilà, se faire du réseau ou alors établir leur business en Afrique sur des bases très solides. Fais comme eux et contacte-nous au numéro qui va s'afficher en bas de l'écran ou alors via le lien que tu vas trouver sous la barre de description pour prendre ta place. On t'attend au Cameroun en décembre. Contacte-nous. Ciao. Ghislain, je pense que jusqu'ici, l'interview est très intéressante. Les gens qui me regardent ne vont pas dire le contraire. D'ailleurs, si vous aimez ce que vous écoutez et vous voyez jusqu'ici, n'hésitez pas de nous partager vos divers avis en commentaire. Ici, on est, voilà, on est sur une chaîne, on est sur une plateforme
plateforme où on s'échange, où on apprend l'un de l'autre. Ici, il n'est pas question pour nous de faire le monopole, de vous imposer quoi que ce soit, de vous dire voilà ce que vous devriez faire. Non, c'est toujours plus intéressant pour nous de savoir, par exemple, sur les diverses thématiques qu'on a abordées ici, de savoir ce que les uns et les autres pensent, n'est-ce pas? Et on ne peut savoir cela que par deux choses. La première chose, c'est si vous nous écrivez, n'est-ce pas, en commentaire pour nous dire ce que vous pensez. La deuxième chose, c'est de liker la vidéo pour encourager la vidéo à faire encore plus de chemin et partager la vidéo sur vos divers réseaux. Quand je parle de vos divers réseaux, je parle bien évidemment de WhatsApp, n'est-ce pas, qui est devenu aujourd'hui le meilleur réseau social de partage. Il vous suffit simplement de copier le lien de la vidéo, de le mettre en statut WhatsApp et ça va permettre comme ça à vos contacts, à vos proches, à vos connaissances de prendre connaissance de cette vidéo, une vidéo qui pourrait les aider, qui pourrait les motiver, qui pourrait les mettre sur le bon chemin, que ce soit du retour au pays ou alors de l'entrepreneuriat en Afrique ou alors même du management. Et c'est du management qu'on va parler maintenant, Ghislain, si tu le veux bien. Donc quand je parle de management, je parle de, j'annonçais déjà ton lien avec l'entreprise Cafco. Tu t'es présenté en début de vidéo en disant que tu es le directeur général de l'entreprise Cafco. Et pour connaître l'entreprise Cafco, je peux dire waouh quoi. Qu'est-ce qu'un directeur général en Afrique fait bien au quotidien? Est-ce que tu es... Moi, je ne vais pas te mentir. Au départ, quand tu me disais je suis le DG de Cafco, je m'imaginais bien, je t'imaginais dans tes bureaux et tout. Mais c'est après avoir fait plusieurs tours ici pour venir récupérer mon aliment. C'est quand mon frère aussi qui vient le plus souvent récupérer l'aliment ici. Tu es toujours, ta place est toujours généralement là en train de, voilà, d'aider un peu et tout. Je me demande, mais est-ce qu'il est vraiment directeur général? Est-ce que c'est juste un nom ou alors le rôle de directeur général est tout autre en Afrique? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce rôle-là? Ce que je peux dire déjà, c'est que dans notre contexte, le directeur général, c'est quelqu'un qui doit toucher à tous les aspects de l'entreprise. Rien ne doit lui échapper. Ce n'est pas pour dire qu'il doit être le meilleur en tout. Parce que lorsqu'on recrute des personnes, c'est aussi pour que ces personnes se spécialisent à certains postes et qu'à la longue, ces personnes soient encore meilleures que nous, fassent un travail de meilleure qualité que ce que nous aurions fait si on n'avait pas recruté. Mais pour dire vrai, ce rôle-là est un rôle très transversal, dans la mesure où il y a déjà un aspect contrôle. En tant que DG, on a la responsabilité de contrôler globalement le travail de l'entreprise, de tous les départements, que ce soit la production, le labo qualité, également la commercialisation, le travail des commerciaux, il doit être suivi aussi. Et il faut être capable non seulement de comprendre ce qu'ils font, mais aussi d'apporter des améliorations à ce qu'ils font, de pouvoir être force de proposition, parce que ce n'est pas que l'employé qui doit faire des propositions. Je sais que dans les fiches de poste ou dans les demandes d'emploi de nos jours, on demande toujours quelqu'un qui peut être force de proposition, mais c'est aussi le rôle du directeur de pouvoir amener du changement, amener des améliorations dans tous les départements de l'entreprise. Et pour ça, il faut qu'il comprenne d'abord les activités de chaque département et qu'il s'immerge. Et le meilleur moyen de le faire, c'est vraiment faire la tâche tout simplement. C'est de s'immerger, de travailler avec les gens, pas seulement de regarder les gens travailler, mais de faire avec eux. Par exemple, il m'arrive d'aller faire l'emballage des sacs, par exemple, des sacs d'aliments. Je vais contrôler la qualité moi-même parfois. Parfois aussi, il m'arrive dans certaines situations de faire la manutention, de porter certains sacs de 25 kg, 50 kg. Parfois, il m'arrive aussi d'aller faire le nettoyage avec mes gars. On nettoie. Et ce que vous constaterez, hein, je parle aussi à ceux de la diaspora, c'est que généralement, le management dans notre contexte, c'est un management un peu plus, je vais dire, un management plus par la pratique. C'est la forme de leadership, d'après mes constats, c'est la forme de leadership qui est la mieux acceptée par nous, par les populations locales dans nos pays. Lorsque le directeur fait avec les employés, généralement, c'est mieux compris. Non seulement on comprend mieux la tâche, mais on l'accepte mieux aussi. Parce que psychologiquement, la personne qui travaille pour vous va se dire, s'il a pu venir faire cette tâche avec moi, ça veut dire que ce que je fais n'est pas une sous-tâche, c'est une tâche importante. Et c'est une tâche que lui-même fait aussi. Et ça veut dire qu'il a
accorder suffisamment d'importance à cette tâche pour venir la faire lui-même. Et quelque part, il se sent valorisé. Et en plus, ça lui sert aussi de formation parfois parce que ça lui permet d'apprendre en voyant comment toi-même, le directeur, tu fais. Ouais. Raison pour laquelle c'est important de vraiment essayer de tout faire, même si tu ne le fais pas de façon optimale, mais essayer de tout faire et de temps en temps venir vraiment être leader par la pratique, parce que c'est comme ça que ça se passe ici. Le directeur général, c'est celui qui a une vue vraiment transversale. Moi, je produis parfois, j'emballe parfois, parfois je porte les sacs, voilà, parfois je pilote les machines. Et parfois je vends aussi, je suis aussi commercial de mon entreprise dans la mesure où j'appelle des clients, je cherche moi-même des clients. Je ne peux pas comprendre le commercial si moi-même je n'ai pas eu à essayer de vendre et à me confronter aux problèmes qui surviennent lors de la commercialisation. Moi-même je réponds aussi, je fais aussi le service client bien des fois, à bien des occasions je le fais. Avec moi aussi d'ailleurs. Avec toi par exemple et avec des clients qui peuvent m'appeler le dimanche comme toi. S'il y a un souci, tu n'hésiteras pas. S'il y a un gros souci, vraiment, tu n'hésiteras pas à m'appeler le dimanche en plein midi. Et moi, si j'en ai la possibilité, j'ai le devoir de répondre et au moins d'essayer de répondre à ta préoccupation, de te calmer. Et ici, hein, lorsque vous avez votre activité en Afrique, je peux dire qu'on se donne vraiment au maximum. Et il faut se donner au maximum pour que ça marche. Dans la mesure où, lorsqu'on est en Occident, en général, les entreprises sont beaucoup plus spécialisées. Les postes en entreprise sont plus spécialisés. Et au final, vous n'utilisez que peut-être 20% de vos capacités vraiment. Vous ne déployez pas complètement tout ce que vous êtes capable de faire. Alors qu'ici, quand tu as ta propre entreprise, quand tu es à la tête de ton business et que tu as des objectifs, tu te donnes à tous les niveaux, dans tous les départements, comme je dis, et tu te retrouves parfois en train de parler à des clients, chose que par exemple un ingénieur très souvent ne fait pas en Europe. Tu parles à des clients, moi je parle même au plus petit de mes clients, je lui accorde toute l'importance que je dois lui accorder. Et même le client qui a juste 5 ports derrière sa maison, je le prends au sérieux, je lui réponds, s'il m'appelle, je lui accorde du temps. Et voilà, donc je me déploie au maximum de tous les côtés pour que l'entreprise puisse tourner. Je veux bien préciser que le but ici n'est pas de dire que la stratégie de management en Europe n'est pas bonne. C'est juste que voilà, leur stratégie est adaptée à leur contexte. Et si les stratégies qu'on adopte ici, c'est complètement différent. Et le résultat aussi, hein, bon, ne serait-ce que pour moi et les gens que je connais, le résultat en Europe, c'est qu'on a beaucoup d'employés, pas seulement des Africains, mais on a beaucoup d'employés qui souffrent souvent d'ennui. Parce que voilà, leur poste est tellement raffiné, tellement taillé, où ils sont voilà, voués à une seule tâche. Et lorsqu'on devient déjà un spécialiste, après 5 ans, 10 ans d'expérience, on devient un spécialiste dans ce domaine-là. Il peut arriver que les tâches d'un mois, on le fait en 2 jours, en 3 jours, en 4 jours. Et en fin de compte, on s'ennuie. Et on n'a pas, pour la majorité des entreprises, la capacité d'aller faire plus. On n'a même pas le droit à l'autorisation de sortir de son domaine. Je prends par exemple mon cas en tant que manager de produit. Je n'ai pas l'autorisation de contacter le client directement pour lui faire part des changements liés au produit. Donc, je suis toujours obligé d'aller vers le commercial, expliquer au commercial comment le produit fonctionne techniquement et comment les changements seront opérés. Et le commercial, très souvent, il y a perte d'informations. Tu connais en termes de communication, on dit toujours qu'il y a toujours minimum 30% des informations qui sont perdues lorsque ça quitte d'une personne A à une personne B. Voilà, donc du coup, après, le client ne va pas bien recevoir l'information et je vais ressentir après ce besoin-là d'aller moi-même vers le client pour lui expliquer, hein, pour lui dire, parce que le client et moi, on va s'entendre. Mon client maîtrise le produit techniquement, je maîtrise aussi le produit techniquement parce que c'est mon métier. Et on a un commercial au milieu qui voilà, ne comprend pas toujours, je précise bien toujours de quoi il est question, raison pour laquelle je suis obligé de souvent pousser, de vraiment aller au choc avec l'entreprise pour, lors des missions, accompagner les commerciaux en France, en Italie, voilà, chez le client pour expliquer moi-même ce que le produit fait. Donc pour revenir en Afrique et ne pas faire le monologue, ne pas te voler la vedette, je pense que ce que tu veux nous dire ici, c'est que lorsqu'on est sur place, si on est le type de personne, par exemple, qu'on est flexible, on
trouve rapidement des solutions à des problèmes ou alors on a une belle communication, une bonne communication, on va utiliser tout ce potentiel-là lorsqu'on est directeur général ou alors lorsqu'on est cadre dans une entreprise en Afrique. Donc on demande vraiment le maximum du potentiel qu'on a et c'est à nous vraiment de prendre plaisir à donner ce potentiel-là à l'entreprise. C'est ce que tu veux dire par là? Exactement. Ouais. Pour ceux qui ont pour projet de revenir en Afrique et bâtir une activité, ne vous mettez pas en tête « je suis ingénieur, je suis ci, je suis ça ». Ouais. Non. Ici, sache que tu seras tout. Exactement. Tu seras tout en même temps et tu vas te battre pour que toutes les parties de l'entreprise puissent marcher. Ouais. Moi, par exemple, cette semaine, j'ai eu une courte formation sur les opérations de machines, donc de machiniste, on peut dire, pour approfondir encore mes connaissances là-dessus et être encore mieux capable moi-même de jouer le rôle de l'opérateur de production, par exemple. C'est pour te dire que continuellement, je continue d'explorer toutes les parties de l'entreprise pour toujours mieux savoir le faire moi-même et pouvoir ensuite être leader pour ceux qui le font au quotidien. Je ne sais pas si les gens qui nous écoutent comprennent la puissance de ce que tu es en train de dire, vraiment. Parce que ça, ce que tu dis, tu es en train de matérialiser justement l'Afrique qu'on vend, en fait, qu'on nous vend sur Internet ou alors dans les médias. Quand on dit que la jeunesse est le fer de lance de l'Afrique, quand on promet à la jeunesse de la diaspora, par exemple, qu'elle va prendre du plaisir à travailler pour l'Afrique sur le continent. Très souvent, on ne comprend pas trop ce qu'on veut dire par là. Très souvent, on ne voit que les problèmes, n'est-ce pas? On ne pointe du doigt que les problèmes qu'on a en Afrique. Et on ne comprend pas vraiment le rôle qu'on a, à jouer. Donc, pour essayer de mettre ça encore plus en exergue, ce que tu as dit, je pense qu'il est important de vraiment appuyer le fait qu'on vit sa vie en fait lorsqu'on est cadre dans une entreprise, dans une entreprise en Afrique. On vit sa vie, on utilise son plein potentiel, on prend plaisir comme toi à suivre d'autres formations pour être encore plus compétent et rejoindre et répondre encore plus aux besoins du client. Voilà, donc je vais aborder aussi un autre petit sujet en restant toujours dans le domaine de cadre en entreprise. En tant que directeur général, tu es forcément au courant, qu'est-ce qui m'arrive? En tant que directeur général, tu es sûrement au courant des problèmes liés à l'entreprise. Et l'un des plus gros problèmes qu'on a en Afrique, c'est le vol. Donc, je parle, tu as tes employés, tes collaborateurs qui sont un peu là autour de moi et voilà, c'est un sujet qui est souvent un peu tabou, mais qu'il faut en parler parce que c'est une réalité. Comment est-ce que tu gères ça ici? Ou alors, est-ce que tu vas nous dire qu'ici, tout est tellement bien raffiné, bien taillé, qu'il n'y a pas de vol? Est-ce qu'il n'y a pas des gens ici qui vont voler 10, 20, 30 sacs d'aliments sans que vous ne soyez au courant? Si oui, comment est-ce que vous faites face à cela? Ça, c'est une très bonne question. Là, on met vraiment les pieds dans le plat. Ouais. Déjà, celui qui dit qu'il a une entreprise en Afrique, ou je dirais dans la plupart des pays africains, et qu'il n'y a pas de vol dans cette entreprise, soit c'est un ignorant, parce qu'il n'a pas été peut-être suffisamment sur le terrain, soit c'est quelqu'un qui ne fait même pas du business en Afrique et qui dit seulement ce qu'il imagine. Parce que quelqu'un qui est vraiment dans le business ne peut pas dire une seule seconde qu'il n'y a pas de vol. C'est impossible. Il y a du vol de la plus petite boutique au quartier jusqu'à la grande boîte qui brasse de grosses quantités, de gros chiffres. Je peux t'assurer, Douglas, que nous sommes tous victimes de vol, tous les entrepreneurs en Afrique. Et c'est une réalité, malheureusement, de laquelle on ne peut pas se défaire. Mais le mieux à faire, c'est d'essayer de réduire au moins. C'est là-dessus qu'on doit travailler, sur l'atténuation du phénomène. Et ça passe par plusieurs axes. Il y a la conscientisation, parce qu'il y a certaines personnes qui volent parce qu'elles ne sont pas profondément conscientes de ce que c'est que travailler en entreprise et du choc de la perte que ça représente pour l'entreprise de voler un ingrédient ou de voler un produit. Il y a ça déjà, il faut conscientiser, il faut parler. Mais en plus de ça, il faut parfois agir avec une certaine force. Par exemple,
ici à l'usine, il y a des caméras que tu n'as peut-être pas remarqué, mais il y a tout un système de caméras. Il y a tout un système de caméras installé un peu partout. Alors ça, ce n'est pas de la force, hein. Ça, c'est une méthode plus dissuasive. Mais au moins, quand les gens savent qu'ils sont surveillés, ils agissent avec plus de précautions et on fait plus attention. Donc ça, c'est une mesure, par exemple, qui est, heureusement, grâce à la technologie, aujourd'hui, c'est possible un peu partout, hein, même dans des fermes, ça se fait. Et ça, déjà, on néglige parfois, mais ça apporte un énorme plus dans la réduction du vol. Et en dernier, je dirais que parfois, il faut frapper fort, très fort même. Dans la mesure où nous, en Afrique, on a parfois un peu trop pitié. On voit un voleur, on se dit « Ah, mais qu'est-ce qu'il va devenir ? S'il va en prison, sa famille, voilà. » Et puis, c'est toujours le jour, lorsqu'il vole, sa famille ne le conseille pas. On ne lui dit pas « Mais arrête de voler. » Mais comment ton salaire de, je sais pas, de 50 000 francs ou de 100 000 francs ou 150 000 arrive à acheter des objets qui valent autant cher. Ils savent très bien que c'est illogique. Et ils sont conscients qu'il prend cet argent quelque part sur une route qui n'est pas claire. Mais à aucun moment, ils ne lui déconseillent cette voie. Chacun mange, on dit la chèvre broute là où elle est attachée. Hein. La bouche qui mange ne parle pas. C'est ça. Et malheureusement, il s'immerge là-dedans, il prend l'habitude. Le vol devient un style de vie parfois pour certaines personnes. Et c'est lorsqu'on l'attrape et qu'il est face à ses responsabilités que vous allez voir sa femme venir pleurer, sa maman venir se mettre à genoux devant vous. C'est des choses que j'ai vécues face au vol. C'est-à-dire que quelqu'un vole, on l'attrape en flagrant délit. La police se charge de l'affaire, il est interrogé. Et c'est pendant qu'il est interrogé que toute sa famille vient supplier. Malheureusement, moi je dirais dans ces cas-là, mon conseil, c'est d'envoyer la personne en prison. Oui. Même si vous ne le faites pas chaque fois, faites-le parfois, lorsque vous en avez l'occasion. Parce que ça va remettre les pendules à l'heure, ça va faire comprendre à votre personnel que vous êtes quelqu'un de ferme, qu'il faut agir avec fermeté. Et ça va quelque part modifier les comportements des autres aussi et dissuader certains qui avaient même en idée de voler, ça va les dissuader de continuer sur cette voie-là. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut continuellement s'améliorer. Chaque fois qu'on détecte une faille, on essaye de réparer. Si par exemple vous voyez qu'il y a des choses qui sortent sans être contrôlées, vous mettez des caméras pour mieux contrôler, surtout pour ceux de la diaspora, encore plus qui ne sont pas sur place. Si vous voyez par exemple, je donne un autre exemple, tout banal, des éleveurs qui vendent leur viande. Ils sont dans la diaspora, ils ne sont pas sur place pour contrôler les ventes. On met des balances, aujourd'hui tout le monde a WhatsApp. Et celui qui fait la vente dans la ferme doit filmer les porcs avec la balance. Il doit filmer les porcs sur la balance, on voit le poids. Et à partir de ce poids, toi l'entrepreneur, tu sais ce que tu dois attendre de ce porc comme coût, comme recette. Et en ce moment, ça devient beaucoup plus difficile de voler. Donc tout ça, c'est des petites mesures comme ça que je cite et qui viennent aussi avec l'expérience au fur et à mesure qu'on trouve des failles. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut parfois être très ferme et frapper fort, même si ça peut paraître glacial et sans pitié. Hein. Peut-être certains le diront en commentaire, je ne sais pas. Mais parfois, il le faut pour justement remettre les gens sur la bonne voie. Ok. Je retiens vraiment une chose que j'ai aussi l'habitude de décrire, de dire, d'insister sur ma chaîne, c'est prendre des mesures. Malheureusement, les gens ne prennent pas de mesures et attendent les mêmes résultats que des personnes qui prennent des mesures. Voilà, donc, je retiens vraiment ça et j'appuie encore là-dessus. Le vol, ça existe. Quelqu'un avait dit, lorsqu'on veut investir en Afrique, si le coût d'investissement est élevé à 5 millions, il faut prévoir 7 millions et 2 millions, c'est pour le vol. Comme ça, au moins, ça ne va pas faire mal. Ça va faire mal, mais on n'aura pas de perte liées directement à l'entreprise. Donc c'est pour dire que le vol déjà ça existe, mais il faut prendre des mesures. Donc je pense que c'est très important ce que tu as dit, c'est important de le répéter encore, il faut prendre des mesures. Donc il ne faut pas juste dire parce qu'on m'a vendu un bon projet, parce que c'est mon frère, parce que c'est une bonne amie à moi ou je ne sais pas quoi, je ne peux pas faire ça. Donc tu vois, il y a des gens qui vont travailler avec des collaborateurs où ils vont déjà sur des limitations. Le collaborateur, lui, n'a pas de limite. Pour lui, si tu blagues, il t'abat, il finit avec toi.
Mais toi, de ton côté, tu as déjà placé des limites. Tu es déjà en mode, je ne peux pas aller jusque-là. Tu vois, quand tu vas lui dire, mais s'il te vole, on vient peut-être me demander conseil. Je crois qu'on est en train de me voler, machin, j'ai fait les comptes, ça ne passe pas. Que faire? Mais envoie-le en prison. Non, je ne peux pas aller jusque-là. Mais lui, il est allé jusque-là. Justement, et le voleur n'a pas de pitié. Hein. Exactement. C'est ça qu'on oublie souvent. C'est que lui, lorsqu'il vole, s'il avait l'occasion de voler 10 fois plus, il l'aurait fait. Exactement. Simplement, il a fait ce qu'il pouvait. Et c'est le jour qu'on l'attrape qu'il pleure, qu'il supplie. Mais ce sont des larmes de crocodile, hein, on pourrait dire. Parce que, au fond, s'il pouvait continuer, si on ne l'avait pas attrapé ce jour, il aurait continué aussi longtemps que possible. Donc, quelque part, il ne faut pas toujours avoir cette pitié-là. Et ce n'est pas de l'injustice, c'est laisser justement la justice suivre son cours. Lorsqu'on empêche ces voleurs d'aller en prison, comme beaucoup d'entrepreneurs le font en Afrique, c'est justement nous qui sommes une entrave à la justice parce qu'on leur pardonne leurs actes et on laisse des voleurs en liberté. Même s'ils sont renvoyés, ils iront voler ailleurs dans une autre entreprise. Donc quelque part, c'est un danger qu'on laisse en liberté. Alors qu'on peut laisser la justice suivre son cours, ce n'est pas nous qui jugeons, c'est la justice. Il y a des autorités qui sont là pour ça. Et si la justice prévoit qu'il doit faire 6 mois, 1 an d'emprisonnement pour ce qu'il a fait, il sera simplement jugé au tribunal. Et voilà, la procédure va aboutir tout simplement, sans que toi-même l'entrepreneur n'ait quoi que ce soit à dire là-dedans. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut parfois voir la chose. Ok, en tout cas moi j'ai compris. Donc j'ai compris tes conseils, j'ai compris tes suggestions et j'espère que voilà, nos abonnés qui nous regardent ont aussi compris. Donc là maintenant on va faire la visite des machines. Mais avant de faire la visite des machines, j'aimerais aborder un autre sujet. Je vais dévoiler, on va dire comme ça, une information. C'est que quand tu regardes, on voit ta façon de parler, on voit le poste que tu occupes dans l'entreprise. C'est une très grosse entreprise, hein. J'ai vraiment envie de dire. On a du mal à s'imaginer que tu fais des vidéos, des contenus sur YouTube. Et j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui t'a motivé à créer du contenu. On ne parle pas d'une petite chaîne, on parle d'une chaîne où tu crées vraiment régulièrement des contenus. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer cette chaîne-là, à te lancer dans le domaine des médias? Je tiens déjà à préciser pour ceux qui nous regardent que tu m'as interviewé déjà moi-même dans ma propre ferme. Donc, pour ceux qui seraient intéressés à savoir un peu plus sur moi, vous savez que lorsqu'on est propriétaire de sa propre chaîne, on n'a pas toujours la possibilité de parler de soi, on n'a pas toujours la possibilité d'aller en profondeur sur son propre parcours. Donc, ceux qui seraient intéressés de savoir un peu plus sur moi, de voir aussi un peu, voilà, Ghislain dans un autre cadre, de prendre ma place, en fait, d'interviewer, vous allez voir le lien, n'est-ce pas, qui va s'afficher juste en haut, ou alors même sous la barre de description, vous allez voir le lien qui va mener directement vers l'interview. C'est une interview qui est très, très intéressante. C'est une interview où je me livre vraiment à 100%, sans vraiment tabou, sans aucune forme de rétraction. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Je suis persuadé que vous allez vous régaler. Maintenant que c'est dit, est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette folie-là de voir un directeur général? On voit tes associés, tes salariés qui sont là, ils vont te voir en train de faire des vidéos et tout. Est-ce que ce n'est pas souvent ridicule ou alors qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer vraiment dans le concept des médias? Ça revient à une des questions précédentes. Lorsque tu as demandé ce qu'on fait en tant que directeur général, j'ai parlé d'un rôle très transversal. Ça revient un peu au rôle commercial. Parce que quelque part, en même temps, je travaille sur la qualité des produits, sur la production et d'autres aspects. En même temps, je suis aussi commercial pour l'entreprise. Et à ce titre-là, j'ai la responsabilité de mettre tout ce que je peux mettre en œuvre. Question de vraiment augmenter la visibilité de nos marques et d'être plus présent sur le marché. Et c'est une des façons de le faire justement, être sur YouTube, être présent sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et autres, parce que ce n'est pas que YouTube. Et à travers ces plateformes-là, j'arrive non seulement à agrandir la visibilité de nos marques, aussi à acquérir de nouveaux clients. Donc quelque part, c'est vraiment une logique en partie financière aussi pour l'entreprise. C'est vraiment du marketing. Alors ça, je n'apprends rien à qui que ce soit, hein. C'est du marketing aussi. C'est aussi pour vraiment se mettre en avant l'entreprise surtout. Ce n'est pas moi le sujet de la chaîne, mais c'est au travers de moi que la chaîne exprime justement différentes idées et différentes informations qui vont ensuite permettre d'acquérir des clients. Et lorsqu'on acquiert ces clients, ce n'est pas simplement pour leur vendre des produits, mais c'est aussi pour leur vendre une certaine vision
Donc, dans ces vidéos-là, je transmets aussi des idées. Ce n'est pas que parler d'élevage, de l'activité en elle-même, mais aussi de parler de direction, de vision, pourquoi l'élevage, pour ceux qui sont intéressés, et même pour ceux qui sont déjà dans l'activité, partager un peu, essayer d'échanger des idées comme ça, pour les motiver aussi, quelque part, à aller plus loin dans l'activité, à se professionnaliser, et en même temps contribuer au développement de nos pays. Ouais. Parce que dans l'élevage, dans ce secteur-ci, nous avons une certaine vision. Notre groupe a une certaine vision qui n'est pas forcément la vision de tous, mais on essaie de la pousser. Et cette vision, c'est vraiment d'améliorer la productivité. Dans la mesure où, lorsque on voit des élevages en Afrique, beaucoup ont un air assez archaïque. Et nous, on est vraiment dans une approche de modernisation et de pousser la qualité au maximum, de pousser la qualité et la productivité de l'activité et essayer vraiment d'avoir des activités qui sont à la fois rentables, mais qui ont aussi un fort impact en termes de valeur ajoutée sur la population parce que ça permet de produire des œufs de bonne qualité, des poulets sans antibiotiques, des porcs sans graisse avec une chair de très bonne qualité, voilà, une chair vraiment appétissante que les gens vont apprécier, qui sera aussi nutritive. Donc nous, on essaie vraiment de pousser ces aspects-là et de ne pas seulement faire de l'élevage pour faire de l'élevage, mais de faire de l'élevage avec une certaine vision. Et c'est aussi cette vision que j'essaie de transmettre au travers des différentes chaînes. D'accord, c'est super. Je comprends très bien l'idée et bravo, hein, bravo pour le concept d'utiliser le canal le plus en vue actuellement qui sont les médias pour promouvoir justement les produits de qualité que tu produis ici. Parce que si tu prends déjà, j'ai envie d'appeler ça le risque, si tu prends déjà le risque d'aller sur Internet pour dire « Hey, voici notre entreprise, voici ce que nous produisons, voici ce en quoi nous pouvons vous aider à vous améliorer », ça veut dire quelque part que la qualité de ton produit est déjà validée. Parce que tu ne peux pas prendre ce risque-là si tu doutes encore de la qualité, si au niveau test, tu n'es pas encore en processus de validation ou alors tu n'as pas encore validé tes produits. Donc voilà, je suis tout à fait d'accord avec ce concept-là et voilà, je ne peux que t'en féliciter. Maintenant, en ce qui concerne la qualité de tes produits, en tant que client, moi qui utilisais déjà tes produits dans ma propre ferme, je peux confirmer que ce que tu dis même sur ta chaîne YouTube est vrai, très vrai, et je trouve même que tu ne fais pas assez, tu ne vantes pas vraiment assez parce que les résultats sont vraiment formidables. J'ai partagé sur ma chaîne récemment le secret, n'est-ce pas, que j'avais une bande de porcelain et il y en avait quelques-uns sur cette bande-là qui a atteint les 100 kg en à peine 4 mois et demi. Wow. C'est vrai que beaucoup sont venus me traiter, c'était pas sur YouTube, c'était plutôt sur ma chaîne Facebook. Beaucoup sont venus me traiter de vendeur de rêve, que c'est impossible. Bon, en même temps, ce sont des gens qui donnent des pots de bananes à leur porc, donc je ne peux pas, je ne peux pas leur en vouloir. Donc du coup, avec ces performances-là et en utilisant tes produits, je peux valider, je peux confirmer la qualité de tes produits. Avant de te poser la question que je voulais poser, c'est la question des prix. Je voulais déjà informer aux gens qui nous regardent, qui peuvent aussi, à travers cette vidéo, s'ils ne sont pas encore allés sur ta propre chaîne, n'hésitez d'ailleurs surtout pas, qu'ils peuvent te contacter s'ils veulent collaborer avec toi, s'ils veulent prendre leur aliment directement ici. Parce que l'avantage, c'est qu'on ne va pas dans une provenderie où tout le monde entre et ressort. On va voir directement là les normes, les restrictions qu'il faut suivre pour pouvoir entrer ici. Et en tant que directeur général, tu veilles vraiment à ce que cela soit respecté. Donc du coup, en prenant l'aliment directement ici, on prend un aliment qui est safe, un aliment qui est bien de qualité, qui n'est pas contaminé, surtout en période de pluie comme maintenant où la peste porcine sévit en Afrique centrale. Donc on gagne en collaborant avec toi. Est-ce que tu veux nous indiquer un peu les modalités à suivre, un numéro de téléphone ou alors le local, les modalités à suivre si on veut collaborer avec toi? Pour ce qui est des modalités à suivre, c'est simple. On peut contacter l'entreprise au numéro qui s'affiche sur ma chaîne. Donc tu as mis un lien vers ma chaîne que les gens pourront suivre, hein, que nos spectateurs pourront suivre pour voir le numéro, le contact, l'email aussi et nous contacter par ces différentes voies. Et c'est simple, on commence toujours par quelques questions
Donc on va demander au client, que ce soit moi, que ce soit un des commerciaux, il va poser des questions sur l'activité, où est-ce qu'elle est située, comment ça se passe, le nombre de sujets, quelles sont les difficultés rencontrées. Et à partir de là, on va savoir quelles sont les offres qui conviennent le mieux à ce client et quels sont les conseils qu'on peut lui apporter. Parce qu'il ne suffit pas juste de vendre de l'aliment. Nous ne sommes pas des vendeurs d'aliments tout court, mais nous sommes des producteurs qui accompagnons aussi les clients avec de l'assistance technique pour être sûr qu'ils réussissent avec nos produits. Il faut rappeler que vous avez votre propre ferme. Donc les produits que vous vendez, ce ne sont pas des produits où vous comptez uniquement sur le SAV. Non, vous avez aussi justement votre propre retour dans votre propre ferme. Exactement. Où vous êtes persuadé que les résultats que vous obtenez dans votre ferme, vous pouvez garantir cela à vos éleveurs, à vos clients. Oui, oui. Et c'est un très grand plus parce que ça nous permet d'avoir des données réelles sur l'activité. Donc on sait quels sont les coûts pour un éleveur de porc, on sait quels sont ses problèmes, on sait quels sont les défis de la production de porc par exemple. Et à partir de tout ça, on peut aussi savoir comment mieux l'accompagner, comment mieux le conseiller. C'est pour ça que très souvent, lorsque je conseille des éleveurs, je ne leur dis pas ce qui est dans le livre, mais je leur dis concrètement, moi j'ai fait ceci, ça a marché, ou en ce moment je fais ça et ça marche très bien, toi aussi tu peux essayer. Tu as parlé des coûts de production pour un éleveur. Et c'est là justement où je voulais en venir quand je t'ai dit que je vais te poser une question qui peut peut-être être un peu contraignante parce que sur ma chaîne, j'encourage les gens déjà lorsqu'ils veulent se lancer, et c'est ce que j'ai fait, lorsqu'ils veulent se lancer, de dépenser le plus que possible, de dépenser vraiment de l'argent le plus que possible, tant que ça peut les rassurer, ça peut les assurer de rester à un niveau constant le plus long possible, le plus longtemps possible. Parce que lorsqu'on lance une activité, le but dans un premier temps n'est pas directement de faire du chiffre, mais le but dans un premier temps, c'est de ne pas se décourager. C'est de pouvoir, après 5 mois, 6 mois, 1 an, voir que l'activité tient et qu'on peut passer à une échelle supplémentaire. Donc, en tant que client chez toi, à mes débuts, j'ai pris l'aliment chez toi. Ce que je te dis, c'est ce que je dis justement sur ma chaîne. J'ai pris l'aliment chez toi, ça me revenait un peu cher, j'ai envie de dire. Ça me revenait un peu cher parce que du coup, je venais ici, je prenais directement de l'aliment de croissance, démarrage, finition, truie, etc. que je partais directement donner à mes bêtes, mais ça me coûtait un peu cher. Et avec le management derrière, avec le chiffre derrière, j'ai compris que je ferais beaucoup plus de bénéfices à composer mon propre aliment. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas client chez toi. Je veux rappeler que chez toi, je prends toujours du prix démarrage que je donne à mes porcelets. Chez toi, je prends toujours le concentré, que ce soit pour la gestation, pour la croissance, pour le démarrage. On a toujours un aliment de concentré où on va mélanger les autres intrants qui sont le maïs, l'arachide, etc. Donc ce concentré-là, je le prends toujours chez toi et je vais mixer ailleurs. Donc là, je le fais pour avoir un chiffre, une recette, des bénéfices un peu plus conséquents. Mais derrière, maintenant, j'ai envie de te demander dans cette interview, quelle est la stratégie que vous avez mise sur pied pour accompagner des petits éleveurs comme moi, entre guillemets, à les fidéliser le plus que possible, à acheter le plus que possible chez vous. Oui, la question que tu soulèves est pertinente parce qu'effectivement, lorsque les éleveurs consomment de l'aliment complet, il y a une différence de prix par rapport au concentré, dans la mesure où si un éleveur, plutôt que d'acheter de l'aliment complet, prend du concentré et va faire ses mélanges, il aura un meilleur coût et pourra mieux s'en sortir. C'est vrai, mais il perd aussi en assurance qualité. Et c'est aussi le point qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que lorsqu'il va dans des provenderies ou des moulins, différentes appellations selon les pays, mais lorsqu'il va dans des lieux où il y a des broyeurs mélangeurs pour faire ces mélanges, il n'est pas sûr déjà de ce qu'on fait dans ces mélanges, de l'honnêteté pour commencer, du propriétaire ou des employés du moulin. Il n'est pas sûr non plus de la qualité des matières premières parce qu'elles ne sont pas contrôlées. Et il n'est pas sûr de l'état sanitaire aussi de ces différents moulins-là. Qu'est-ce qui est passé par là avant lui, avant son aliment, qu'est-ce qui va passer après, bref, c'est compliqué. Et en plus, ce sont des lieux où beaucoup d'éleveurs entrent et sortent à tout bout de champ. Et tu t'imagines bien que si un éleveur qui a la peste porcine dans sa ferme, sort de la ferme, vient entrer, dépose des gemmes sans savoir et repart, il y a de fortes chances que ton aliment qui vient après soit contaminé sans que tu ne saches.
Voilà, c'est la raison pour laquelle notre production à l'usine a un niveau d'assurance qualité qui est beaucoup plus élevé. Parce que déjà l'usine, c'est un lieu au niveau sanitaire qui est bien contrôlé. Il y a des nettoyages réguliers. Il y a même du personnel qui est là rien que pour le nettoyage et qui s'assure que l'usine est toujours propre. Il y a également du contrôle qualité, analyse de matières premières à la réception. Il arrive parfois que je déçoive des fournisseurs parce qu'ils apportent un camion de matières premières qui est venu d'une destination lointaine, hein, qui a parcouru 500 km pour arriver là. Et je leur dis non, ça doit repartir. Moi, je ne prendrai pas ça parce que ça n'atteint pas mes critères qualité. Ouais. Certains comprennent, d'autres ne comprennent pas, mais peu importe. Tout ce qui m'importe, c'est la qualité de ce que je donne à mes clients à la fin. Et ça dépend d'abord de ces analyses. Donc il y a toutes ces analyses qui sont faites et c'est pour ça qu'on est capable de dire exactement que dans le maïs ou dans le soja ou dans autre chose qu'on a utilisé, il y a ce pourcentage d'amidon, ce pourcentage de protéines, c'est du maïs qui est suffisamment sec. On ne le dit pas juste, mais on est capable de dire à quel point il est sec en chiffres. Et voilà, on a un contrôle précis. Et ensuite, il y a contrôle aussi des aliments finis, des produits finis, avant même de les commercialiser. Donc, toutes ces étapes-là permettent d'avoir une vraie maîtrise du produit et aussi l'usine, en temps normal, hein, elle est interdite aux éleveurs. Toi, par exemple, qui est à l'usine aujourd'hui, tu n'as pas été dans ta ferme ce matin. Si tu avais été dans ta ferme ce matin, ou hier par exemple, j'aurais refusé que tu sois là. Ouais. Donc c'est vraiment de façon exceptionnelle que tu es là, mais sinon en temps normal, aucun éleveur ne vient ici justement par souci de contrôle sanitaire pour éviter d'avoir des contaminations croisées. Donc pour dire que l'aliment est certes plus cher que d'acheter un concentré et faire des mélanges, mais après il donne une grande tranquillité à l'éleveur. Maintenant, alors quand je dis tranquillité, c'est tranquillité sanitaire, mais aussi de qualité. Parce que forcément, en termes de performance, de résultats, de prise de poids chez le porc, il y a aussi de plus fortes chances d'avoir une meilleure prise de poids avec nos aliments déjà complets. Bon, maintenant, je tiens quand même à préciser que je suis conscient du besoin d'avoir des coûts optimisés. Raison pour laquelle l'entreprise est en train de faire des efforts pour faire baisser les coûts des aliments et on est en train de travailler là-dessus sérieusement, notamment sur nos équipements, pour trouver des façons de réduire les coûts sans pour autant réduire la qualité. J'aurais pu proposer un aliment plus bas de gamme, moins cher, qui aurait peut-être attiré une certaine catégorie de personnes, qui peut être nombreuse, mais j'ai préféré rester sur la même lignée que notre vision qui est de faire productif, de faire de la qualité. Et voilà, c'est la raison pour laquelle maintenant, pour ce qui est de réduire le coût des aliments pour les éleveurs, ça prend un certain temps, on travaille dessus. Je pense que déjà cette année 2024, on aura des premières propositions à faire aux éleveurs là-dessus. Mais ce que je peux leur assurer, c'est que la qualité sera toujours maintenue et la réduction des coûts qui pourra arriver, si elle prend du temps, c'est justement parce qu'on veut absolument maintenir la qualité. Et lorsqu'il y aura cette réduction de coûts, je crois que certains pourront encore mieux trouver leur compte. Mais ceci dit, je précise quand même que lorsqu'on fait bien, on trouve son compte. Lorsqu'on élève bien. Parce que beaucoup vont prendre de l'aliment et dire que l'aliment est trop cher, parce que les conditions autour ne sont pas bonnes. L'élevage, ce n'est pas que l'aliment, c'est aussi le management de ferme, les conditions, la prophylaxie, voilà, le contrôle sanitaire, ainsi de suite. Et quand ces conditions ne sont pas réunies, l'aliment est quelque part gaspillé et à la fin, on a l'impression que l'alimentation a été trop coûteuse. Pourtant, ce sont les autres conditions qui n'étaient pas tout à fait réunies et qui n'ont pas permis de bien utiliser et de rentabiliser l'aliment. Donc je tiens aussi à insister là-dessus et j'invite les éleveurs à nous contacter, hein, à nous faire venir dans leur ferme, parce qu'on le fait gratuitement pour nos clients, pour qu'on puisse s'assurer que les conditions sont réunies pour qu'ils rentabilisent l'aliment qui lui est fourni. D'accord. Je veux aussi ajouter une autre information en ce qui concerne la qualité de production que tu as énumérée tout à l'heure. Il faut préciser qu'ici, c'est juste l'usine de production.
parce que l'usine de stockage, c'est ailleurs. Donc, comme pour dire, par exemple, que si ceux qui nous regardent veulent acheter l'aliment et tout, ils ne vont jamais se retrouver ici. Ils vont toujours être dans l'usine de stockage et ça réduit encore, voilà, non pas un peu plus, ça réduit considérablement les taux de contamination. Tout à fait. Voilà, donc l'autre point aussi que je voulais ajouter, c'est ce que je comprends par là, ce que nous devrions comprendre par là, c'est que actuellement, déjà, ce serait, je veux dire, le grand éleveur, celui-là qui a par exemple 200, 300 truies et qui a besoin d'énormes quantités d'aliments par jour ou alors par mois, ne va pas ressentir justement ce poids-là en ce qui concerne les prix parce que du coup, il a un très grand cheptel. Mais un petit éleveur qui a besoin peut-être juste de 60, 70 sacs par mois, chez lui, voilà, il va justement remarquer qu'il prend l'aliment à un prix un peu plus élevé. Mais comme tu as dit, vous êtes en train de travailler pour réduire les prix. Moi, j'ai hâte, je te l'ai déjà dit, j'ai hâte de savoir si je vais revenir entièrement dans ton équipe, dans ton portefeuille, ou alors si je vais peut-être prendre juste la finition ou la gestation qui coûte un peu moins cher que le démarrage ou alors la croissance. En tout cas, ceux qui nous regardent pourront être informés, pourront rester informés en s'abonnant à ta chaîne, en regardant les divers contenus voilà, instructifs aussi que tu donnes. Ce n'est pas seulement pour l'alimentation, c'est aussi en élevage de porc, en élevage de poulet, etc. Ouais. Tout à fait. Ouais, donc maintenant qu'on a terminé cela, je pense on s'est tout dit. Est-ce qu'il y a un point que j'ai oublié juste avant qu'on ne parte visiter ton usine? Le seul point que je peux ajouter pour ceux qui veulent faire spécifiquement de l'élevage en Afrique, c'est qu'il faut investir sérieusement. Lorsque vous investissez, ne vous dites pas je dois minimiser absolument, je dois faire peu, après tout c'est juste de l'élevage. Non, l'élevage c'est un secteur qui mérite, comme je disais précédemment, d'être formé déjà et qui mérite aussi qu'on investisse à fond en termes de moyens humains, en termes de moyens financiers. Et j'ai bien aimé cette métaphore d'un de mes clients lorsqu'on parlait des prix des produits, qui m'avait expliqué pourquoi est-ce qu'il prend mes aliments et pourquoi est-ce qu'il est satisfait malgré les prix que certains jugent élevés. Il m'a dit ceci, je préfère investir 80 000 et d'avoir à la fin 150 000 de recettes plutôt que d'investir 30 000 pour avoir 40 000 de recettes. Donc, tu comprends un peu l'esprit de ce client et c'est ça l'état d'esprit. Et en passant, c'est un ancien de la diaspora aussi qui réalise de très belles choses au Cameroun, dans l'élevage et dans l'agriculture, qui a aussi passé par l'Allemagne comme toi. Je serais curieux de le rencontrer. Et qui fait aussi dans l'élevage de porc. Donc, c'est quelqu'un qui est très courageux, un entrepreneur dans l'âme. Et il a vraiment compris cette notion-là d'investir massivement, le plus massivement possible, pour avoir aussi le retour, parce que tu investis sur la qualité, sur de bons aliments, même s'ils sont plus chers que l'aliment qu'on a au quartier, qu'on a un peu à tous les coins de rue. Mais à la fin, tu as aussi des recettes qui sont plus élevées et tu peux ensuite te concentrer sur ta ferme. Tu n'as plus besoin de penser trop à l'alimentation, tu sais que ça c'est bon et tu te concentres plutôt sur la ferme et sur la commercialisation pour maximiser ton bénéfice, comme il l'a dit, et avoir à la fin 50 000 francs par exemple de bénéfices plutôt que 10 ou 15 000 francs comme celui qui aura essayé de minimiser à tout prix les coûts. Donc, je vous encourage vraiment à voir les choses dans cette lancée-là et à investir sérieusement lorsque vous venez en Afrique, quel que soit le domaine. D'accord. Je pense qu'on ne sera jamais presque d'accord à 100% sur ce point-là. Après, je te donne raison, c'est vrai. Je le disais encore tantôt, lorsqu'on a un très grand cheptel, franchement, ça vaut la peine parce que quand on a un grand cheptel, on a beaucoup plus de travail. On a d'autres problèmes que de se rassurer vraiment sur la qualité de l'aliment et tout. Je pense que là, ça fait vraiment sens d'investir un peu plus pour prendre l'aliment directement chez toi et aller donner à ses bêtes. Mais en même temps, lorsqu'on a un petit cheptel, c'est pour ça que je dis et que j'apprécie vraiment le fait que même dans cette interview-là, sur ce point-là, ça se voit qu'on n'est pas à 100% sur les mêmes longueurs d'onde, mais voilà, que quand même, je veux dire, je reconnais quand même la qualité de ton produit, je reconnais quand même l'efficacité. Je veux dire, moi de mon côté, en ce qui concerne les prix, j'attends vraiment avec impatience cette réduction de prix-là et je serais fier de refaire encore ta publicité sur ma propre chaîne si jamais je suis voilà, dans les capacités de rejoindre ton portefeuille, comme je l'ai dit déjà par ailleurs.
Ouais. Donc là, on va faire la visite de l'usine. Tu vas nous permettre d'entrer pour voir les quelques machines qui permettent au groupe Qafco d'être le groupe Qafco. Ça marche. Donc là, nous sommes dans l'usine et vous allez constater qu'on n'a pas besoin de 1000 machines pour faire tourner une si grande usine. Malheureusement, le temps que nous étions en train de faire l'autre partie de la vidéo, à l'extérieur, les machines n'étaient pas, on a fait le nettoyage et après, normalement, d'après ce qu'on m'a expliqué, les machines ne pouvaient plus ou alors les machines ne devraient plus tourner. Donc, vous n'allez pas voir les machines tourner, vous n'allez pas voir les gens en train de travailler, mais ce n'est pas bien grave parce que le plus important ici, c'est que Ghislaine nous explique un peu comment ça marche, le processus de production de ces aliments-là, pour que nous comprenions un peu d'où vient la qualité de ces aliments-là qu'ils nous offrent ou alors qu'ils pourraient vous offrir dans l'avenir. Ghislaine, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous, nous aider un peu à comprendre à quoi servent tout ce tas de fer? Alors, je vais parler de différents aspects de la machine. Déjà, lorsqu'on fait des aliments pour animaux, généralement, ce sont des aliments secs. Et pour faire ces aliments secs, ça commence par une sélection des matières premières. Parce que le processus même de production ici, pour avoir des aliments de haute qualité, ne commence pas dans l'usine, mais commence plutôt au laboratoire. Et une fois qu'avec les machines d'analyse, on a pu sélectionner les matières premières de bonne qualité, on peut les apporter dans l'usine, on peut les stocker. Et c'est à ce moment-là que le procédé commence. Ça commence par un broyage qui lui aussi est contrôlé parce que le broyeur dispose d'un détecteur de métaux qui permet de retirer certains corps étrangers qui peuvent se trouver dans les ingrédients. Donc, une fois que ces corps étrangers ont été retirés, un ingrédient plus pur peut continuer le processus et aller au broyeur. Donc, ici, on a un broyeur très puissant qui permet réellement d'affiner l'aliment, d'obtenir des particules qu'on souhaite. C'est vraiment modulable en fonction du résultat qu'on veut avoir. Par exemple, pour des poulets de chair qui sont en finition, on va vouloir un aliment qui n'est pas trop fin, pas excessivement. Par contre, pour les porcs, on va vouloir de l'aliment plus fin que pour des poulets en finition, par exemple. Et le broyeur très puissant permet d'atteindre ces différents résultats, même s'il est très poussé, quel que soit le degré de finesse qu'on veut avoir. Ensuite, il y aura le mélange et là, on a un mélangeur ici qui est horizontal et la précision en vaut la peine parce que beaucoup de mélangeurs sont verticaux dans les moulins, dans les provenderies et les mélangeurs verticaux ne permettent pas d'optimiser la qualité du mélange et l'homogénéité. Or, cette homogénéité est cruciale dans la croissance, que ce soit des poulets, des porcs ou bien dans la ponte des pondeuses, parce que c'est ça qui va assurer à l'éleveur que chaque animal dans la loge ou dans le bâtiment va obtenir la même quantité, la même qualité d'aliment, qualité nutritionnelle. Parce que si le mélange n'est pas suffisamment homogène, parce que par exemple on a un mélangeur qui est vertical, là je te schématise un peu avec mes mains, quand c'est vertical, il y a certains éléments qui sont pourtant essentiels, comme des vitamines, comme des minéraux, qui vont rester, par exemple, au-dessus et qui ne vont pas suffisamment se mélanger en dessous. Donc à la fin, tu obtiens un aliment qui est un peu hétérogène. Et lorsque tu le donnes à tes porcs ou à tes poulets de chair, il y a certains qui vont avoir de la chance et prendre les parties de l'aliment qui sont trop riches, là où toutes les vitamines, minéraux sont allés rester. Et ils vont grandir assez vite, c'est vrai, mais ce sera un gaspillage aussi, parce qu'ils vont recevoir un aliment qui dépasse même leur capacité, leurs besoins et leur capacité de croissance, alors que d'autres seront chétifs. Et voilà comment à la fin, on aura des résultats qui sont très dégradés et un gaspillage alimentaire. Pourtant, l'aliment est l'un des postes de dépenses, le poste de dépense même le plus important pour un éleveur. 70% des dépenses. Et parfois plus. Parfois plus. Donc ici, il y a ce mélangeur horizontal qui permet d'avoir cette homogénéité qui est essentielle à la réussite d'une bande, quelle que soit la spéculation. D'accord. Et à la fin, on a aussi un poste pour empaqueter les aliments. Et à ce poste-là, on a des balances électroniques qui permettent d'avoir les différents poids. Ce sont des balances qui sont contrôlées. Donc ici, on a des contrôles périodiques du ministère du Commerce qui vient chaque fois s'assurer que les balances fonctionnent bien pour fournir aux clients ce qui est promis sur le sac et qui nous délivre des certificats qui nous permettent de prouver que nous sommes à jour et que nos balances sont en état. Excellent. Bon, maintenant, ça c'est pour ce qui est des aliments secs. Maintenant, Qafco propose aussi des aliments granulés et ça c'est une technologie différente et
je suis fier de dire aujourd'hui que Qafco a été la première usine à avoir une machine, une ligne de production de granulés au Cameroun, de granulés vraiment professionnels, il y a quelques années. Et cette ligne nous permet de produire par exemple des aliments granulés pour le prédémarrage des porcs, pour le prédémarrage des poulets de chair aussi et des pondeuses. Et ici, le processus est très différent, le procédé plutôt, parce que là on aura de l'injection d'eau dans l'aliment, ce ne sera plus de l'aliment sec, il va être mouillé, trempé, il va être mélangé une fois de plus et puis il va être pressé, et il y aura aussi de la chaleur qui va intervenir dans le processus et ça permet à la fin d'avoir un granulé qui est suffisamment, on va dire, solide et qui a aussi le niveau de dureté qu'il faut. Parce que le granulé ne doit pas aussi être trop dur, il faut qu'il ait un bon niveau de dureté. Et ça s'obtient grâce à différents procédés qu'on met en place ici à l'usine. En même temps, le granulé ne doit pas aussi être trop friable, il ne doit pas donner lieu à trop de poussière, s'effriter trop facilement. Et ça aussi, c'est grâce à différents procédés qu'on met en place ici. Donc l'usine a une véritable maîtrise à ce niveau aussi de la production des granulés pour porc, pour volailles aussi de façon générale. Mais là-dessus, je ne vais pas trop m'étaler parce que tout comme pour les aliments secs, la fabrication d'aliments granulés a aussi ses secrets industriels qu'on ne peut pas dévoiler dans cette vidéo-ci. Mais j'insiste quand même sur le côté qualité et sur les différents éléments qui permettent de reconnaître la qualité de ces produits-là pour que les éleveurs sachent comment être guidés lors de leurs achats. D'accord, bien sûr. Je pense que tu as tout dit. Hein. Je pense que là, on peut un peu s'imaginer le processus de production pas de A à Z, parce qu'entre-temps, tu es tenu par le secret professionnel, donc tu ne peux pas tout nous dire, ce qu'on comprend, bien évidemment. Mais voilà, tu as été assez correct, assez précis dans tes explications. Merci. On arrive au terme de cette interview qui a été très, très longue, mais qui a été aussi en même temps très enrichissant. Une fois de plus, merci pour le temps que tu as attribué pour nous donner tes conseils, tes suggestions, nous parler de toi, nous parler de l'entreprise. Ça nous a aidé à nous imaginer, à être un peu plus réaliste, comme le dit bien ma chaîne, à être un peu plus réaliste en ce qui concerne la direction d'une entreprise ou alors l'entrepreneuriat sur le continent africain. Est-ce que tu auras un dernier mot pour nos fidèles spectateurs, pour nos fidèles abonnés? Je sais que dans ton audience, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la diaspora et on a parlé assez largement du thème du retour au pays. Je tiens juste à leur dire d'être motivés et de ne pas trop s'attarder sur les paroles décourageantes. Parce que certes, il y a des défis, mais il y a aussi des opportunités. Et les opportunités, il y en a vraiment beaucoup. Je partage constamment avec des personnes de la diaspora, comme toi, comme d'autres de mes clients aussi. Et franchement, lorsqu'ils viennent et qu'ils mettent en place une activité, je peux voir des étoiles dans leurs yeux lorsqu'ils parlent de ce qu'ils font et de ce qu'ils vont faire ensuite, de leur vision sur 5 ans, sur 10 ans. Et c'est vraiment intéressant à voir. Donc je dirais que certes, il y a des défis, mais le jeu en vaut la chandelle et soyez motivés, gardez la motivation, rapprochez-vous de ceux qui ont réussi à le faire ou de ceux qui font déjà des pas vers cette direction-là. Celui qui a déjà commencé à créer quelque chose au pays peut guider un autre qui n'a que des idées pour l'instant et qui n'a rien entamé. Rapprochez-vous des personnes qui vont être des sources de motivation et d'information pour vous et croyez en l'avenir de l'Afrique, saisissez les opportunités parce que ces opportunités, c'est nous qui devons les saisir. Il en va vraiment du développement de notre pays, c'est notre rôle et nos pays sont des terres d'avenir. Gardons-le en tête. D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc vous l'aurez compris le message de Ghislain. Je vous invite vraiment à aller le suivre sur sa page parce que, comme je l'ai dit pendant la vidéo, il nous présente vraiment des contenus très instructifs. Moi-même, je prends vraiment plaisir de regarder beaucoup de ces vidéos où je vais aussi apprendre certaines choses en ce qui concerne l'élevage de porc ou alors je vais, il y a certains thèmes par exemple qui vont me revenir lors de ces contenus. Je vais me dire, ah c'est intéressant, c'est vrai qu'il faudrait peut-être en parler en profondeur, ça va
m'inspirer aussi pour diverses vidéos. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à le contacter pour une possible collaboration si vous voulez travailler avec lui, ou alors peu importe, vous gagnerez vraiment à collaborer avec des personnes, avec des jeunes comme Ghislain qui sont déjà rentrés en Afrique, qui ont déjà réussi leur retour en Afrique, parce que quelque part le secret aussi du retour en Afrique, c'est de s'entourer vraiment des personnes qui ont déjà réussi, des personnes qui peuvent vous donner des conseils pratiques dans ce domaine-là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Bravo à toi si tu es arrivé jusqu'ici. N'hésite pas de me dire en commentaire, n'est-ce pas, si tu es arrivé jusqu'ici, tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin, et je réserve un petit cadeau pour toi. À la prochaine dans une nouvelle vidéo sur Réalité Afro Business. Ciao.